je suis à l'antenne. Non, ça n'a aucun intérêt. Bon. Eh bien bonjour, merci à tous d'être venus prendre le petit déjeuner avec nous pour ce premier petit déj du journal toulousain, le JT, qui sera consacré aux législatives des 11 et 18 juin prochains en Haute-Garonne. J'ai le plaisir d'accueillir Catherine Arrigui, vous êtes secrétaire régionale Midi-Pyrénées et Christine et excusez-moi, et candidate d'Europe Écologie Les Verts dans la 9e circonscription de Haute-Garonne. Bonjour, bonjour. Bonjour. Catherine Lemorton, vous êtes présidente de la Commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale, députée sortante et candidate dans la première circonscription de Haute-Garonne. François Chollet, qui est à vos côtés, vous êtes vice-président de la métropole, adjoint à la mairie de Toulouse et candidat Les Républicains UDI dans la première circonscription. Bonjour. Bonjour. Pierre Lacaze, vous êtes secrétaire départemental du PCF en Haute-Garonne, conseiller municipal, élu à la métropole et candidat du Parti communiste également dans cette première circonscription. Bonjour. Bonjour. Et puis Jean-Luc Laglaise, vous êtes président du Modem 31, président de commission à Toulouse Métropole, adjoint au maire de Toulouse, candidat de la République En Marche dans la 2e circonscription. Bonjour. Bonjour. Et enfin Manuel Bompard, vous êtes directeur de campagne des législatives et candidat de la France Insoumise dans la 9e circonscription de Haute-Garonne. Bonjour, bonjour à tous. Et merci de prendre ce petit déj en compagnie du JT et de politiseurs, car pour représenter les citoyens, parce qu'il n'y a pas que les journalistes et les politiques dans la vie, Thomas Champion. Voilà, bonjour, je suis donc Thomas Champion, cofondateur de Politiseurs, une start-up haut-garonnaise qui a pour ambition de renouer le lien entre les élus et les citoyens, en permettant aux citoyens et aux élus de débattre publiquement des sujets qui auront été mis sur la table. Et donc dans le cadre de l'opération avec le journal toulousain d'aujourd'hui, dans le cadre des petits déjeuners, on a demandé à notre communauté d'utilisateurs de poser des questions et ce sera la base, le point de départ des discussions qu'on aura aujourd'hui. Voilà. Parfait. Et vous allez remarquer que dans mes questions, je glisserai subrepticement le mot solution. Donc, vous êtes conviés à glisser des solutions dans chacune de vos réponses, messieurs, dames. On est là pour ça, il nous faut des idées. On est là pour les idées, les petits déj des solutions, c'est ce principe. On remercie Laboïcos de la place Saint-Aubin de nous accueillir pour ce premier JT des solutions, le journal toulousain en partenariat avec Politiseurs. C'est eux qui ont régalé en croissants, petits pains au chocolat, café, thé, jus et fruits en tout genre. Si tout le monde est servi, je vous propose qu'on rentre dans le vif de ces élections législatives. Des élections particulièrement incertaines avec l'explosion des partis. Et une des seules certitudes que l'on puisse avoir à leur sujet, c'est qu'elles vont aboutir à un profond renouvellement des membres de l'Assemblée nationale, renouvellement du fait de l'entrée d'une nouvelle loi qui limite le cumul des mandats. En Haute-Garonne, 3 sièges sur 10 sont laissés vacants pour cette raison-là. Renouvellement aussi du fait de l'émergence de nouveaux partis. C'est à vous que je pose cette première question. Manuel Bompard, pour la France Insoumise, vous représentez ici un petit peu ce renouvellement. Vous avez 31 ans. Expliquez-nous en quoi est-ce une bonne solution, ce renouvellement? Le renouvellement, c'est toujours une bonne solution. Après, je ne crois pas que la question de l'âge suffise à résumer la question du renouvellement. Donc, il ne suffit pas de remplacer des vieux députés par des jeunes députés pour résoudre les problèmes auxquels est confronté aujourd'hui notre pays. Et il ne faudrait pas que le renouvellement des têtes ne conduise pas pour autant au fait que les politiques elles-mêmes ne soient pas renouvelées. Parce que je crois que si notre pays est dans la situation difficile dans laquelle il est aujourd'hui, c'est notamment du fait des politiques qui ont été menées plus que des individus qui les ont menées eux-mêmes. Donc c'est clair qu'il y a une crise politique aujourd'hui importante et un désaveu des citoyens vis-à-vis de la politique. Et je crois qu'il faut effectivement un renouvellement, mais un renouvellement, c'est-à-dire une Assemblée nationale qui soit plus à l'image de la population, en termes générationnels, mais aussi en termes sociologiques, et puis surtout il y a des effets de système. Parce que là, on voit, vu l'actualité de ces derniers jours, qu'il ne suffit pas de changer les têtes pour que les pratiques, elles, bougent et changent. Et ça, je crois que c'est les conséquences aussi d'un système politique, qui est le système de la Ve République, qui a organisé l'impunité des élus, qui sont en réalité pas responsables
directement devant le peuple, ils sont à chaque élection, mais entre les deux élections, on ne peut rien faire. Et je crois qu'il faut introduire des mécanismes de contrôle pour les citoyens vis-à-vis des élus. Nous, on a une proposition sur ce sujet, qui est ce qu'on appelle le référendum révocatoire, c'est-à-dire l'idée que, par exemple, à la moitié du mandat, si un élu n'a pas respecté ses engagements, il puisse être révoqué par les citoyens et qu'on organise une nouvelle élection. Je crois que ce type de mécanisme qui permettent d'introduire du contrôle citoyen dans la démocratie, je pense, permettrait vraiment d'organiser un renouvellement des têtes, mais aussi des politiques menées. Jean-Luc Laglès, vous avez également une solution pour qu'il y ait davantage de turnover chez les élus, c'est de renforcer justement leur statut, faire en sorte qu'ils puissent retourner à la vie civile facilement. Au-delà de renforcer le statut, c'est le renouvellement, c'est faire en sorte que l'Assemblée ressemble réellement à la France, c'est de permettre à des talents, à la créativité de prendre part, de prendre pied à l'Assemblée nationale, d'éviter le clientélisme et de faire en sorte que l'Assemblée représente réellement la France. Aujourd'hui, il est plus facile d'être député si on est fonctionnaire ou si l'on est retraité, si l'on a fini sa carrière professionnelle. Par contre, effectivement, une personne salariée ou chef d'entreprise qui souhaiterait passer un moment de sa vie à s'occuper du collectif n'est pas du tout incitée, au contraire, à se présenter à des élections. Et c'est justement vers là que l'on souhaite aller. Et pour changer cet état d'esprit, il faut changer un certain nombre de choses, et notamment les lois que nous allons proposer sur le renouvellement de la vie politique. On parlera après de moralisation de la vie politique, mais pour le renouvellement de la vie politique, faire en sorte qu'un député ou un sénateur ou un président d'exécutif important ne puisse pas exercer plus de 3 mandats successifs est une manière d'éviter le clientélisme, est une manière de renouveler le personnel politique. Il est quand même honteux que depuis quelques jours, le département de l'Haute-Garonne soit la risée de la France entière parce que nous détenons en Haute-Garonne un record extraordinaire du député qui a le plus grand nombre de mandats. Voilà, donc j'aimerais qu'on parle de l'Haute-Garonne pour d'autres sujets que ce sujet-là. Comment on parle de la Haute-Garonne sur les réseaux Thomas Champion, une question. J'ai une question moi de Sarah qui habite Toulouse, qui se posait la question sur la transparence des élus notamment, et qui, je la cite, qui a le sentiment que les lois sur la transparence et les mesures adoptées dans ce sens ne sont que des façades. Elles ne changent pas réellement les pratiques. N'assiste-t-on pas, dit-elle, à la mystification de la vie politique plutôt qu'à sa moralisation? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous avez des points à ajouter sur la case? Moi, je crois que pour arriver à un véritable renouvellement, et je le dis à La République En Marche, représentant de M. Macron, qui est face à moi, M. Laglès, il faut être intransigeant sur les pratiques. Et dans la première circonscription, vous avez un candidat qui a été condamné à l'inéligibilité, et je n'ai pas entendu République En Marche suffisamment de manière forte se désolidariser de ce candidat. Donc oui, ça rejoint la préoccupation de Sarah, c'est qu'il y a un discours et puis pas de changement de pratique. Il faut profondément donner des moyens aux citoyens. Je crois que je suis le seul parmi les candidats présents, ici au-delà des beaux discours, à dire qu'il faut une assemblée de circonscription réunissant les élus, les représentants associatifs, les organisations syndicales, se réunissant 2 fois par an dès la première année, M. Bompard, pas au bout de 2 ans ou 2 ans et demi. C'est dès maintenant qu'il faut associer les citoyens à la vie politique pour arriver effectivement à ce que d'abord il y ait une maîtrise de ce que fait le député et un moment important qui est le vote du budget en France. Je crois que dans chaque circonscription, on devrait organiser, avec bien sûr le député élu, un retour vers la population. Et cette implication citoyenne que moi j'ai sentie autour des candidats du Parti communiste et du Front de gauche est une exigence forte qui doit se concrétiser dans les actes. On rappelle que le projet de loi, vous voulez intervenir, Christine Arrigui? Oui, alors moi je suis frappée de ce qu'effectivement il faille attendre des scandales de toutes parts pour qu'on en arrive à des propositions de loi, parce que la question de la moralisation de la vie politique, c'est une question en fait de législation. Soit on met en place des législations contre le cumul des mandats, soit on ne la met pas. Et puis ensuite, on a des députés ou des sénateurs ou des maires ou tout autre candidat à tout autre mandat qui se l'appliquent à titre personnel ou qui ne se l'appliquent pas. Mais si c'est la loi, c'est la loi. Donc moi je suis frappée d'abord que dans la Ve République, où il y a eu des alternances de toutes sortes, y compris lors de la dernière mandature, où quand même largement possible de faire évoluer les choses en la matière, cela n'est pas évolué.
Ça, c'est le premier point. Et puis, moi, ce que je me dis, c'est qu'en réalité, le vrai pouvoir dans les années à venir, et on l'a bien vu après les scandales qui ont émergé ou qui sont sortis dans la presse, c'est justement la presse et c'est justement les citoyens. Et c'est justement le rôle que vous jouez là, aujourd'hui, qui est en face de nous, qui ne fait pas partie, malheureusement, de notre cercle, mais qui est complètement intégré dans le cercle de notre point de vue. C'est grâce à vous qu'effectivement les choses avanceront. Parce que quelles que soient les lois que l'on puisse mettre en place, s'il n'y a pas à un moment donné un contrôle citoyen, un regard citoyen et à un moment donné une expertise citoyenne qui rend des comptes et qui donne la réalité de ce qui se passe, eh bien ça ne fonctionnera pas. Il y aura effectivement des dispositifs législatifs descendants, mais je pense que le regard citoyen aujourd'hui est essentiel, vraiment essentiel et fondamental. Donc vous parliez de la loi, le projet de loi sur la moralisation de la vie politique de François Bayrou doit être présenté entre les deux tours. On sait déjà qu'il va comporter, en plus du non-cumul des mandats dans le temps, la suppression de la réserve parlementaire. C'est quand même 130 000 € par député qu'ils ont la possibilité d'utiliser un petit peu comme ils veulent. L'interdiction pour tout élu d'embaucher un membre de sa famille et pour un député, l'interdiction d'exercer une activité de conseil parallèlement à son mandat. Catherine Lemorton pour le Parti Socialiste, confusion des genres, conflit d'intérêts et le poids des lobbies aussi. Oui, alors, dire que rien n'a été fait, c'est faux, puisqu'on voit bien la loi sur le non-cumul des mandats, la galère que ça a été pour la faire voter, puisqu'il y avait quand même des réticences dans tous les coins, de l'extrême gauche à l'extrême droite, parce que ces gens-là cumulaient. Donc, moi, personnellement, je suis pour aller jusqu'au mandat unique, et ça rejoint ce que M. Laglaise disait, c'est-à-dire qu'il faut un statut de l'élu. Mais le mandat unique, je me le suis appliqué d'emblée avant toutes les lois. Je me le suis appliqué, on n'en y est pas encore. Je dis aux gens qui nous regardent, on n'y est pas encore au mandat unique. Hein, mais c'est vers là qu'il faut aller. C'est ça. Alors, juste, le projet de loi prévoit 3 mandats consécutifs. Le mandat unique, c'est... Je ne suis que parlementaire. Et ça occupe bien ma vie. Pour ce qui est des conflits d'intérêts, on a fait des choses. Par exemple, le petit déjeuner aujourd'hui, est-ce qu'il vaut plus de 150 € par personne? Il faut demander au Laboïcos. Non, mais voilà, c'est la question que je pose en tant que parlementaire. Quand on est invité quelque part, bon, moi je préfère payer toujours. Mais pour ceux qui sont invités, si ça dépasse 150 €, la location, enfin tout ce que ça peut coûter, il faut aller le déclarer au déontologue. Donc ça, quand même, ce sont des avancées qui n'existaient pas il y a 10 ans. Donc il ne faut pas laisser croire aux gens qu'on a fait tout et n'importe quoi. Sur la réserve parlementaire, aujourd'hui, je répète qu'il faut aller voir chaque député. Ouais, maintenant, avec la majorité de François Hollande, nous avons publié la réserve parlementaire. Et on voit bien si les députés font du clientélisme. Ça se voit tout de suite. Quand on a des élus, et il y en a ici, pas ici autour de cette table, mais il y en a dans notre département, qui donnent à 40 associations des sommes ridicules, alors que d'autres donnent des grosses sommes pour que ce soit sur une association qui mène un projet structurant, c'est pas tout à fait la même chose. Donc il y a quand même déjà un peu de transparence, il faut aller plus loin. La réserve parlementaire donnera lieu à un très beau débat, j'en suis persuadée, et de bonnes prises de bec, j'en suis persuadée aussi. Donc après, sur les conflits d'intérêts, d'où on vient et qu'est-ce qu'on a fait dans la vie? Eh bien, c'est vrai que quand on intervient dans l'Assemblée, moi ça a été mon fil conducteur. Je suis pharmacienne d'officine. Quand il y a eu les baisses massives de médicaments, de prix de médicaments, je me suis toujours gardée d'intervenir. Je me suis dit, si j'interviens, on va croire que j'interviens pour mon tiroir caisse. Donc je me taisais, ce qui me valait des mails incendiaires de certains de mes confrères. Mais le sujet, c'est ça, on peut faire toutes les lois qu'on veut, mais il y a une déontologie personnelle qui fait que, voilà, il faut parfois se retenir de parler. J'ai vu dans ce que présentait M. Bayrou quelque chose qui me va bien, c'est le principe du déport. C'est-à-dire qu'au niveau du vote d'une loi, voilà, c'est que si quelqu'un est en lien direct avec le sujet de cette loi, il sera déporté, il ne pourra pas voter. Moi, ça me paraît plutôt pas mal comme idée. C'est un peu ce qui se passe dans vos assemblées, dans les mairies ou dans les collectivités, quand on est administrateur d'une association ou d'une société d'économie mixte pour laquelle on vote, on ne participe pas au vote. Oui, ben voilà. François Chollet, votre position pour les Républicains UDI? Alors, grosso modo, je pense que des avancées effectivement ont été faites. Et il me semble qu'il y a un élément essentiel, c'est celle de l'identification de liens d'intérêt pour chacun des élus. Ça ne veut pas dire conflit d'intérêt. Mais lien d'intérêt, c'est quoi? C'est simplement les rapports que les uns et les autres, dans leur vie professionnelle, peuvent avoir avec telle ou telle personne, telle ou telle société, qui peuvent constituer une dérive
et un obstacle à une impartialité une fois élu. Et donc il y a là une nécessité qui est celle d'identifier en amont les liens d'intérêt des personnes de façon à voir si elles ne deviendront pas conflits d'intérêts. Vos deux positions se rapprochent. En tout cas, je pense que c'est indispensable. Ouais. On ne peut pas reprocher à quelqu'un qui vient de la société civile d'avoir des liens d'intérêt avec telle ou telle entreprise parce que ça a été son métier. C'est évident. Ça fait partie de sa vie, on ne va pas le gommer. Et si on le faisait, on empêcherait cette personne-là de venir à la politique. Donc il faut être très strict sur l'identification des liens d'intérêt. Il y a une déclaration de liens d'intérêt qui doit être, et qui est une réalité d'ailleurs, qui est déjà en place. C'est la base, me semble-t-il. Tout dépend si le lien d'intérêt persiste ou ne persiste pas. Absolument. On peut empêcher quelqu'un d'avoir travaillé bien pour entendu. un groupe pharmaceutique. Et on peut être amené à... Mais à l'instant précis où il est député, il ne doit plus être rémunéré par... Être amené à interrompre une relation, justement parce que la fonction amène à l'interruption de cette fonction-là. Ensuite, il y a une question qui est, j'ai vu sur la réserve parlementaire, suppression de la réserve parlementaire. Est-ce qu'il faut vraiment empêcher par là le député d'agir? La réserve parlementaire, c'est un moyen d'action. C'est un moyen d'action. L'important, ce n'est pas tellement, je trouve, la réserve parlementaire, c'est le contrôle. C'est la publicité, la publication de l'utilisation de cet argent, ce qui est le cas. Et effectivement, on peut se rendre compte très facilement aujourd'hui de la façon dont les députés ont dépensé, ont utilisé leur réserve parlementaire. Il y a en ligne sur le site de l'Assemblée nationale. La réserve parlementaire, c'est typiquement quelque chose qui peut être dévoyé et qui peut générer du clientélisme. Exactement. Mais on le voit, il suffit d'aller voir. Il faut qu'on puisse le voir. Oui, mais les lecteurs de base ne le voient pas. Si la droite peut discuter entre elles, moi je voudrais dire une chose, il faut l'intérêt public. Il faut défendre l'intérêt général et l'intérêt public de manière globale. Et un des échecs des dernières années, c'est que les politiques sous le quinquennat Hollande-Valls ou sous Sarkozy, avec les participations du MoDem, parce que c'est la même lignée pour moi, M. Laglaise, c'est des politiques libérales. Je crois qu'on a constitué un échec. Carton rouge, M. Laglaise, on n'est pas là pour ça. Sur la composition de l'Assemblée nationale, regardons aussi le nombre de professions libérales, d'avocats, de médecins, par rapport à la population française globale. Donc on a besoin aussi de renouvellement dans ce sens-là d'un point de vue sociologique et d'efficacité de la politique, parce que ce n'est pas que le fonctionnement. Donc il ne faut pas le rappeler simplement à un individu, au député en soi. Et moi je partage l'idée qu'il faut regarder d'où viennent les gens, qu'est-ce qu'ils font. Mais il faut le renvoyer globalement. Est-ce que la politique est au service de l'intérêt général ou simplement au service de l'intérêt de quelques-uns et des particuliers, notamment, on le dit, nous, du capital et de la finance. Juste un dernier petit mot pour Manuel Bompard pour la France Insoumise. Après, on passe à une autre question. Non, mais moi, je veux pas polémiquer, mais la discussion, elle est intéressante, mais je trouve qu'on en reste à des mesures qui visent finalement à favoriser la transparence. Et bon, c'est intéressant. Je dis pas que c'est pas bien, c'est un premier pas intéressant. Mais une fois que vous avez constaté qu'il y a des dérives clientélistes, ou une fois que vous avez constaté qu'il y a des liens d'intérêt, quels sont les mécanismes d'intervention citoyenne jusqu'à la prochaine élection? Et ça, personne ne répond à cette question. Vous avez proposé une assemblée pour associer les citoyens. J'y suis d'accord, pas de problème. Sauf que là, c'est pareil. Vous allez associer les citoyens, vous allez les interroger sur les textes de loi qui sont examinés. C'est très bien, j'y suis favorable. Mais là aussi, quel est le pouvoir réel du citoyen? Quel est son pouvoir réel jusqu'à la prochaine élection? Il est obligé d'attendre 5 ans comme ça, et puis au bout de 5 ans, finalement, il doit revoter pour savoir s'il prolonge ou pas. Je crois qu'il y a besoin d'introduire plus de la démocratie purement délégataire. Je crois qu'elle a fait un peu son temps, et je crois qu'il y a vraiment besoin d'introduire. C'est pour ça que nous, quand on parle de référendum révocatoire, j'aimerais bien que cette idée, elle est intéressante, elle est appliquée dans certains États. Comment, au milieu du mandat ou au bout d'un an de mandat, le citoyen peut intervenir? Parce que sinon, la transparence, c'est bien beau, mais une fois que vous avez constaté les problèmes, comment vous agissez? Voilà. Et là, je trouve que, voilà. Et dernière chose sur la réserve parlementaire, bon. Moi, je crois qu'il y a quand même, ce truc a été complètement dévoyé. C'est-à-dire que maintenant, vous avez des députés. Je ne crois pas que ce soit leur pouvoir d'agir. Le pouvoir d'agir du député, c'est de voter des lois et de les préparer, de travailler nationalement, examiner des propositions de loi. Bon, vous avez des réserves parlementaires qui se sont substituées maintenant à l'aide de l'État à un certain nombre de structures, par exemple associatives. Et finalement, on revient par la porte de la réserve parlementaire. Tout ça parce qu'on a arrêté de subventionner les associations, les clubs de foot, etc. Donc, je trouve que là, c'est un système qui est un système complètement pervers. Et ce n'est pas
pas aux élus de se substituer au manque d'intervention publique de l'État qui s'est accru ces dernières années. Donc il faut revenir sur des politiques de subvention, il faut redonner du pouvoir à la puissance publique, et puis pourquoi pas supprimer la réserve parlementaire, ou au moins faire en sorte que ce soit un jury citoyen qui procède de son attribution. Voilà. Mais c'est d'ailleurs ce que font déjà certains députés Europe Écologie Les Verts de façon tout à fait publique. Et par rapport à la réserve parlementaire, il faut remettre les élus chacun à leur niveau d'intervention. Au niveau des collectivités locales, avec des interventions de subventions aux associations, parce qu'effectivement c'est à ce niveau-là qu'elles se situent, et au niveau des parlementaires nationaux, qui sont là pour voter la loi, ne sont pas là pour effectivement faire vivre les associations de niveau local, parce que là, ça s'appelle du clientélisme. Les collectivités ne sont pas dédouanées de clientélisme parfois. Hein. Excusez-moi, je vois des dotations arriver des fois pour activer certains réseaux, pas d'autres. Mais il est évident que ce que nous disons là aujourd'hui pour l'Assemblée nationale et les députés, il faudra le dire également pour les collectivités locales. Bien sûr. Voilà. Allez, on passe à un autre thème législatif, parce qu'il concerne une loi, projet de loi de travail. Et vous avez une question, Thomas Champion, pour politiseur.com. C'est la question de Basile, qui habite toujours Toulouse, encore un Toulousain, qui considère que effectivement le positionnement en fonction sur la loi de travail est un vrai sujet de campagne. Et il a deux questions très claires. En cas d'élection, voterez-vous pour ou contre la continuation des mesures mises en place par la loi de travail, et voterez-vous également pour permettre à M. Macron de légiférer par ordonnance cet été? Ce sont les deux questions très claires. Contre et contre. De Basile. Donc on a contre et contre. On votera l'abrogation de la loi travail, pas simplement par l'application des mesures. Il faut abroger la loi travail ancienne. Je pense que le gouvernement, qui pour l'instant n'a aucune légitimité, donc on est candidat pour construire une autre majorité avec le Parti communiste français et le Front de gauche. On veut construire une autre majorité que ce qui est proposé. Il faut sécuriser le travail. Il faut une loi sécurité, emploi, formation. Il y a beaucoup trop de précarité, pas simplement dans la jeunesse aujourd'hui. Plus de 6 millions de privés d'emploi, 7,5 millions de salariés en dessous du SMIC. Il y a une vraie crise du monde du travail. Et ce n'est pas en libéralisant, là aussi je le redis, des gens qui ont mis en place des politiques depuis 15 ans, qu'on va solutionner le problème. Pour nous, le problème, c'est le capital. C'est ce que disent les communistes. Donc il faut une autre loi, sécurité, emploi, formation, mais il faut faire avec les syndicats. C'est un peu aberrant de nous dire, comme Emmanuel Macron nous dit, je veux aller vite durant l'été. Bon, aujourd'hui, il évoque la rentrée, mais on gagnerait très peu de temps. Et puis, je trouve que c'est un mépris pour le futur Parlement. On parlait de la moralisation. Votre solution autour du capital? Mais ma solution, c'est une loi sécurité, emploi, formation. Le Parti communiste a créé la sécurité sociale avec Ambroise Croizat. Et on est contre sa privatisation. Nous, on défend le film La Sociale. On est pour la sécurité sociale. On est contre la privatisation. Et on propose une nouvelle loi, une sécurité, emploi, formation tout au long de la vie. C'est-à-dire que tout au long de la vie, l'État garantisse aux citoyens l'idée d'être soit dans un emploi, soit en formation, mais avec un vrai salaire. En dehors de ce que proposait Benoît Hamon, qui est particulièrement justifié sur la précarisation du revenu universel. C'est autre chose. Mais cette loi, on la met sur la table, elle avait d'ailleurs été débattue, et une loi contre les licenciements boursiers. Parce que de quoi on s'aperçoit aujourd'hui? Ce n'est pas que les entreprises, les PME peut-être, mais ce n'est pas que les entreprises manquent de capital. C'est qu'elles investissent autrement pour solutionner en faveur des actionnaires et des dividendes. 1000 milliards, moitié moins du budget de l'État, du PIB, 1000 milliards versés aux actionnaires chaque année d'euros. Il y a de l'argent dans ce pays qui peut servir à l'emploi, à la formation. Une autre solution, il y a 40 milliards d'euros dans le budget de l'État aujourd'hui que l'ancien gouvernement avait voté soi-disant pour créer de l'emploi, le pacte de responsabilité qui a été un échec total. Nous on dit 40 milliards d'euros pour l'emploi et l'investissement, 150 euros par mois de plus pour tous aujourd'hui. Ça pourrait être une des mesures des 40 milliards. Ça fait 40 milliards d'euros. Donc il y a besoin de réinvestir et dans l'intérêt général. Beaucoup trop de gens travaillent dans les politiques sur l'intérêt de quelques particuliers. Il faut des députés qui représentent le peuple. Catherine Le Morton, Monsieur Lacaze, donc pour le Parti Socialiste, Monsieur Lacaze pour le Front de Gauche a évoqué le revenu universel de Benoît Hamon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il a été rayé du programme du Parti Socialiste pour ces législatives? Bon, d'abord parce qu'entre socialistes, ne faisait pas l'unanimité. Moi, j'avais soutenu Arnaud Montebourg. Bon, c'est vrai que le revenu universel m'avait un peu fait bizarre comme ça. Donc je crois que le revenu universel, ça se discute.
il est venu trop brutalement dans cette campagne présidentielle, parce que pour moi le travail c'est, enfin je suis peut-être d'une vieille école, j'en sais rien, mais le travail c'est structurant, c'est ce qui fait qu'on est émancipé, pas dans n'importe quelle condition de travail, mais c'est quand même ce qui est structurant pour un individu dans une société. Mais néanmoins, le revenu universel n'est pas à balayer. Je suis là pour l'instant pour une allocation d'autonomie pour les 18-25 ans. Il y a la jeunesse que j'ai vécue moi n'est pas celle de mes filles aujourd'hui. C'est vrai que quand elles s'ouvrent, elles ont déjà intégré la précarité dans leur tête, ce qui est assez effrayant quand on est parent, de voir des enfants avoir intégré le fait qu'elles seront obligées d'aller travailler je ne sais où, peut-être pour des CDD de 3 mois seulement, de 6 mois, c'est quand même, bon, on se dit, c'est une construction de vie compliquée. Donc peut-être que cette allocation d'autonomie est une réponse à ces 7 ans-là d'incertitude quand on rentre sur le marché du travail. L'élargir, le revenu universel, à toute la population, mérite à mon avis un débat. Moi-même, je suis encore à regarder ça avec beaucoup de circonspection, mais peut-être que dans 10 ans, on le verra autrement. Mais en tout cas, il ne fallait pas l'amener brutalement dans la campagne parce qu'on n'y était pas prêt. Moi, la première socialiste, enfin, moi socialiste, la première, je n'étais pas prête à l'entendre. Oui, Christine Arrigui pour ce que j'entends, qui est arrivé brutalement dans la campagne, mais à Europe Écologie Les Verts, cela fait des années et des années que nous parlons du revenu universel. Alors le fait est qu'il a eu un écho particulier par la voix de Benoît Hamon dans une campagne tout à fait atypique au niveau de la Ve République, qui a désarçonné certainement certains partis, mais le revenu universel, c'est un sujet qui est porté depuis des années et des années. En tout cas, qui n'avait pas... Je crois notamment que suggérer d'en faire une solution pour le monde agricole notamment. Alors, bien entendu, c'est parce que c'est le revenu universel, au-delà de la question effectivement d'une autonomie, d'un versement d'autonomie sur les 18-25 ans, parce que c'est un sujet par rapport au RSA, puisqu'il ne rentre pas dans le cadre du dispositif du RSA. Le revenu universel, ce n'est pas une substitution ou un élargissement du RSA. Alors effectivement, c'est quelque chose qui doit être fait de façon progressive, mais qui permettrait effectivement aussi de permettre la reconversion. C'est quelque chose qui, pour le monde agricole, serait particulièrement intéressant à développer. J'en ai parlé avec des agriculteurs qui l'ont vécu et qui le vivent également comme finalement une allocation chômage, parce qu'ils l'ont compris comme ça et qu'on leur a expliqué comme ça, alors même qu'on est dans un monde qui est le monde agricole en pleine transformation, en pleine reconversion, et dans le cadre de la reconversion pour une autre agriculture. Et c'est ce que nous portons, nous, au niveau de notre ambition d'une transition en termes agricoles, d'une autre agriculture qui permettrait, pour ceux qui veulent changer, pour ceux qui veulent se transformer, pour se mettre dans un dispositif d'agriculture raisonnée ou agriculture bio, peu importe les dispositifs, leur permettrait effectivement de les accompagner. Le monde agricole est un monde en crise, c'est un monde effectivement dans lequel on a beaucoup stigmatisé, sans faire le lien entre les urbains, les ruraux, entre effectivement les consommateurs et les producteurs. On le fait reposer sur le monde agricole tout un tas de dispositifs, de normes sanitaires indispensables qui sont pour le bien commun et notre santé à tous. Ils vivent cela comme une pression insupportable de normes qui s'empilent et qui leur fait rejeter l'Europe, alors qu'il nous semble que l'Europe, justement, dans ce cadre-là, est particulièrement approprié, que c'est l'échelon qui est indispensable pour ce fonctionnement. Et donc, ce faisant, le revenu universel, à ce titre-là, est tout à fait adapté. Et parallèlement, la taxe sur les robots, parce que tout est lié dans ce monde-là, d'un bouleversement, y compris... C'est la raréfaction de l'emploi. Il y a une petite entreprise start-up, puisqu'on est dans le monde des start-up ici, sur la Belge, qui vient de mettre en place un robot et d'inventer un robot pour désherber. Désherber. Pourquoi les agriculteurs mettent du Roundup? Parce qu'effectivement, c'est fatigant le monde agricole, fatigant de travailler dans ce monde-là. Donc effectivement, il faut aussi pouvoir faire entrer de l'innovation chez les agriculteurs. Et si on a une machine qui désherbe, on n'a plus besoin de mettre de Roundup, on n'a plus besoin de mettre de produits phytosanitaires. Et c'est un lien également avec notre santé à tous dans ce cadre-là. Donc il ne faut pas voir les problématiques exclusivement dans un regard segmenté, de population segmentée, mais dans
un ensemble qui fait que nous... Je n'ai pas dit ça. Hein. Mais je vous regarde, mais ne m'adresse pas spécifiquement à Catherine Le Morton. J'ai dit je m'adresse à notre collectivité. Un peu brutalement pour nos concitoyens, parce que vous le portez depuis longtemps, n'empêche que la population a regardé ça avec... C'est bien pour ça que je prends le temps d'essayer d'expliquer ce qu'est le revenu universel et pourquoi la taxe sur les robots, qui est effectivement dans un contexte de profonde mutation dans 10 ans, avec l'impression 3D, dans 10 ans, avec la robotisation, nous ne serons plus dans le monde dans lequel nous sommes et qu'il y a des tas de métiers où aujourd'hui les maçons, un mur se construit avec 500 briques par maçon, mais demain il y aura des machines qui en 2 heures feront ce travail-là. Donc il faut bien concevoir que demain il faut trouver de nouveaux outils, de nouveaux outils fiscaux, de nouveaux outils financiers, de nouveaux outils qui permettent la transition que nous souhaitons, qui est une transition écologique. Alors c'est vous qui l'avez fait de la transition pour Manuel Bompard, pour la France Insoumise. Non, en fait, votre question initiale, c'était la question de la loi travail. Et... Oui. Alors, si vous voulez, je rappelle juste le contexte de la loi travail sur ce sujet, parce que je pense que ça sera utile, parce que je crois que voilà, exactement. Et d'ailleurs, je vais m'adresser à vous. Je vais m'adresser à vous. Rappelons juste pour les. Attention, il est surveillé, parce que justement, je vais vous poser. Messieurs, dames. Donc, attention. Excusez-moi. Nous surveillons le temps de parole. Nous surveillons le temps de parole et donc nous avons une indication claire de qui parle plus ou moins. Sur cette question de l'emploi, du chômage, il est évident que nous devons rappeler le contenu, a priori, de cette loi travail. Il devrait y avoir, vous me dites si je me trompe, une inversion totale de la hiérarchie des normes, c'est-à-dire qu'un accord d'entreprise pourrait prendre le dessus sur un accord de branche. Et il y aura, je parle vraiment des 2 mesures phares de cette loi travail, il y aura le plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif. Monsieur Laglaise, pour La République En Marche, dites-nous en quoi ces mesures sont des solutions contre le chômage. Qui est donc en retard, pardon, juste pour préciser, vous êtes en retard sur le temps de parole. Oui. Madame Harigny est en tête. Ensuite, nous avons donc Madame Le Morton, Monsieur Bompard, Monsieur Chollet et Monsieur Laglaise. Donc vous aurez la parole en suivant. Monsieur Lacaze parlait de mesures pour protéger l'emploi. Ce que souhaite faire Emmanuel Macron, c'est des mesures pour protéger les employés. C'est-à-dire que aujourd'hui, le Code du travail, il est fait de manière unique pour l'ensemble des entreprises. Que l'entreprise, ce soit une start-up, une entreprise individuelle ou 2-3 salariés ou une très grosse entreprise. Donc ce Code du travail, il n'est absolument... Il veut être tellement universel qu'il n'est plus adapté. Et donc effectivement, on veut mettre en place des accords locaux, des accords d'entreprises qui peuvent prévaloir sur des accords de branche. Mais tout cela doit être négocié. Mais en parallèle, il faut mettre en place tout ce qui est autour de la sécurité. La sécurité des salariés, bien évidemment, mais aussi la sécurité de personnes qui prennent des risques, qui ne sont pas salariés, qui décident de créer des entreprises, qui étaient commerçants, artisans. Voilà. Et donc, le droit à l'erreur, le droit à se retrouver sans activité et le droit au chômage, il doit être également étendu pour tous. C'est dans cette idée-là que va être reconstruit l'ensemble des relations en fait entre un employeur et un employé. De le mettre en place un peu plus de confiance et un peu plus d'outils à la fois de flexibilité mais surtout de sécurité, mais élargir la sécurité de manière à ce que pour des parents, la seule voie pour les enfants, ce ne soit pas uniquement notre salarié, voire si possible fonctionnaire. Est-ce que, François Chollet pour les Républicains UDI, est-ce qu'il ne faut pas s'attarder davantage sur le carnet de commandes des entreprises avant de s'attacher au... Je crois que le problème essentiel, évidemment, c'est le chômage, c'est l'emploi. Nous sommes en retard là-dessus, c'est un des échecs du quinquennat précédent. L'Allemagne et l'Angleterre sont au plein emploi, nous avons 10% de chômage. Donc nous serons effectivement, c'est un axe d'action qui est un axe essentiel pour nous, qui est celui de l'emploi. Que nous disent les entreprises? Que nous disent, parce que qui crée l'emploi? Ce sont les entreprises qui créent l'emploi. Et que nous disent, lorsque j'interroge les chefs d'entreprise de cette circonscription, dans le champ de l'aéronautique, je ne parle pas des grands groupes, je parle de cet écosystème de PME, PMI qui est autour. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, nous on veut de la souplesse, on est écrasés, laissez-nous, libérez-nous, laissez-nous investir comme on veut, laissez-nous nous arranger avec
avec les salariés et laissez-nous négocier. Donnez-nous de la souplesse. Et nous serons favorables, LREDI, à donner de la souplesse aux entreprises et nous voterons dans le sens de cette souplesse-là. Ce n'est pas un chèque en blanc qui est donné, en tout cas, c'est une orientation qui est là. Après, il y a une autre question derrière la vôtre qui est celle de la méthode et la méthode des ordonnances. Alors, oui. La méthode des ordonnances, nous, on n'est pas très pour ça, parce que c'est dans la mesure où c'est quand même une accélération qui va un peu du processus, qui va un peu à l'encontre du processus démocratique. Et surtout pour le droit de travail qui doit intégrer une concertation avec les partenaires sociaux. Notre position vis-à-vis des ordonnances, notre position, si je termine là-dessus, vis-à-vis des ordonnances, c'est en fait la suivante, c'est sa fonction de la qualité de la préparation et du dialogue qui aura été instauré avec l'ensemble des acteurs au préalable à cette voie. Et en fait, donc vous voyez, la position est réservée, elle n'est pas fermée, mais elle est réservée sur la modalité. Pardon, pas très pour ça veut dire contre? Oui. Non, vous voterez contre les ordonnances? Non, je vous ai dit. C'est la manière dont ça sera fait. Alors vous êtes contre ou vous Non, êtes non, il n'y a pas de position préalable. Il n'y a pas de préalable. Sur la méthode des ordonnances. La méthode des ordonnances, nous, on est plutôt contre cette méthode-là. Donc vous voterez contre les ordonnances? Simplement, M. Bompard, ce que je disais, c'est que nous, dans la mesure où la préparation de cette loi aura été de bonne qualité et où le dialogue engagé avec l'ensemble des acteurs aura été de bonne qualité, nous nous réservons le droit, effectivement, de voter les ordonnances. Alors là, c'est assez simple, vous avez vu que si vous votez pour les candidats républicains ou En Marche, ils feront les ordonnances. Voilà, je pense que c'est assez simple. Non, moi j'avais une question à vous poser, parce qu'il y a des mots, l'inversion de la hiérarchie des normes, ça paraît compliqué pour les gens. Mais moi je voulais vous poser une question. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous garantir que cette inversion de la hiérarchie des normes ne sera pas appliquée à la question des salaires? Parce que vous savez que la loi travail a déjà appliqué l'inversion de la hiérarchie des normes à la question de la durée du temps de travail. Or, moi, ce que je crois, c'est que ce que veut faire M. Macron, mais il ne le dit pas, ce qui est un peu dérangeant dans cette campagne, en fait, c'est qu'on ne dit pas les choses. Je pense que ce que vous voulez faire, c'est étendre l'inversion de la hiérarchie des normes à la question des salaires, c'est-à-dire pour que tout le monde comprenne bien qu'à l'échelle de l'entreprise, on puisse diminuer les salaires par rapport à ce qui peut être fait à l'échelle des branches et des conventions collectives. Est-ce que vous pouvez nous garantir que ça ne sera pas le cas? Sinon, je pense qu'il faut que tout le monde comprenne bien ce qui se prépare, c'est-à-dire que finalement, on va avoir une baisse massive des salaires dans ce pays. Et du point de vue des solutions, puisque vous posez cette question, vous avez parlé de l'emploi. Je trouve ça assez lunaire que tout le monde parle de l'emploi, du chômage, et que les mesures qui sont proposées déjà dans la loi travail et qui vont se poursuivre là, c'est d'augmenter la durée du temps de travail. Parce que, excusez-moi, mais la productivité a augmenté ces 30 dernières années, et aujourd'hui il y a du travail pour tout le monde, il faut le partager. Donc nous, ce que nous proposons, c'est de revenir aux 35 heures et de les appliquer réellement. C'est de donner une 6e semaine de congés payés, parce qu'il y a de l'argent pour financer ça, et on pourra en parler si nécessaire. Et ensuite, je crois, parce que monsieur parlait des startups, moi je reconnais des startups, je travaille dans une startup. Les startups aujourd'hui, leur difficulté, elle est assez simple. Est-ce qu'ils ont des commandes? Voilà. S'ils ont des commandes, tout va bien. Donc il faut investir. Nous, on propose un plan d'investissement de 100 milliards d'euros dans la transition écologique, l'économie de la mer, le numérique, qui permet de mettre de l'argent et de relancer la machine économique qui a été étouffée ces dernières années en raison des politiques de compression budgétaire. Le terme d'inversion de la hiérarchie des normes, c'est quelque chose qui n'intéresse que vous. En fait, les Français, c'est pas un terme qui est employé, il n'est pas obligatoirement compris. Quand ils vont le vivre, ça va les intéresser. La seule chose qu'on peut dire aux Français, c'est que le Code du travail aujourd'hui, qui se veut universel, il n'est pas applicable à l'ensemble des entreprises. Et qu'il faut baisser les salaires, d'accord. Il faut qu'une start-up puisse avoir un certain nombre de négociations avec ses collaborateurs qui ne soient pas la même qu'une très grosse entreprise. Et quand vous dites qu'il y a de l'argent, il y en a peut-être dans certains grands groupes, il n'y en a pas obligatoirement dans la PME du coin. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais qu'est-ce que vous proposez pour aller le prendre au grand groupe? Attention les cartons rouges, attention ça va tomber. Les cartons rouges, tu peux mettre un carton rouge. À monsieur Chollet, mais si vous ne coupez pas, c'est moi qui distribue les cartons rouges. Parce que, jamais moi. Parce que je crois que la problématique, moi je connais bien la première circonscription sur l'aéronautique, les choix qui ont été faits, et notamment d'Airbus, que vous avez en partie dénoncé sur proposition du groupe communiste à la métropole, et vous aussi, monsieur Laglaise, je crois, sur le fait d'organiser une industrie de l'aéronautique autour de la financiarisation et pas de projet à long terme, est un des problèmes aujourd'hui. Et les sous-traitants d'Airbus, ils souffrent de la pression mise par le donneur d'ordre. Donc le problème aujourd'hui, monsieur Laglaise, carton rouge second ici pour vous,
C'est le capital le problème, c'est pas le travail. C'est moi qui les donne. Oui, mais les rouges, c'est nous. On donne des cartons rouges. Oui, parce qu'à un moment donné, sur M. Macron, vous donnerez les cartons blancs. Sur M. Macron, il nous propose aujourd'hui une réforme du Code du travail qui va à l'encontre du choix de la majorité des Français. On est sorti d'une séquence dans le dernier quinquennat où nous étions, nous les communistes et le Front de gauche, aux côtés de millions de salariés en lutte, et il faudrait, durant l'été, mettre tout ça à bas. Non, il faut une négociation avec les confédérations syndicales. Et je vous alerte là-dessus. Non, mais pas de tout. Bien sûr que si, elle est en cours. Une vraie négociation des États généraux. Le travail, c'est la préoccupation majeure. On est tous candidats. C'est la préoccupation majeure de nos concitoyens aujourd'hui. Et le pouvoir d'achat, il faut augmenter les salaires. Et nous, on propose les 32 heures. Sur cette question, j'y reviendrai tout à l'heure peut-être sur le rôle des banques, je crois qu'il y a une pression qui est mise sur les entreprises, sur les PME, qu'on pourrait inverser. Et je crois qu'il y a une garantie, c'est qu'il faut sécuriser le travail, pas l'ubériser. Et M. Macron, en fait, veut prolonger les politiques européennes d'austérité. Il va pas faire les travailleurs. Ben écoutez, le contrat 0 heure en Angleterre, ou le Job Act de Matteo Renzi en Italie, qui lui a coûté sa place avec des contrats d'1 heure, c'est sécuriser les travailleurs, ça? Absolument pas. Vous avez entendu parler du contrat 0 heure dans le... Je vais mettre un carton rouge Oui, ou deux qui ne distribuer des cesse cartons rouges. d'intervenir. Effectivement. Non, mais il vous interpelle. C'est tout. Voilà. Bien. Moi, je pense que sur cette question du droit du travail, la vision extrêmement, là encore, segmentée du monde du travail telle qu'elle nous est proposée par M. Macron ou telle qu'elle nous a été proposée avec un 49.3, parce que de 49.3 on passe à ordonnance, c'est quand même, il faut quand même le souligner. C'est qu'on a le sentiment qu'effectivement, les entreprises ne sont pas liées les unes aux autres, mais toutes les entreprises sont liées les unes aux autres. Et imaginez qu'effectivement, dans une petite entreprise, on puisse, parce qu'il y a du bon sens, de la bonne volonté, et un patron sympa, ne pas avoir de sujet dans le cadre des négociations, fait oublier que cette petite entreprise, elle est nécessairement liée à une autre, qui est nécessairement liée à une plus grosse et nécessairement liée à une multinationale. Et qu'à un moment donné, la loi qui sera fixée, la loi qui sera mise en place, ce sera celle de la multinationale et pas celle de la petite entreprise. Donc, ce n'est pas la peine de parler effectivement de mots complexes, de hiérarchie des normes, bien que les Français soient quand même suffisamment intelligents pour comprendre qu'il y a la loi et qu'il y a le règlement, et que le règlement, il a moins de force que la loi, et qu'en effet, que quand on fait sortir le code du travail et le droit du travail de la loi, on tombe au règlement. Et le règlement, c'est celui du règlement du plus fort. Allez, juste voilà. Non, on reste sur l'emploi. On reste sur l'emploi. Allez-y. Et sur les ordonnances, c'est la question qui était posée initialement, donc je vais y répondre. Il faut un vrai débat parlementaire. On a vu ce que ça a donné. Le 49.3 est tombé sur un texte qu'on avait essayé de faire, entre guillemets, moins pire en commission. Je rappelle quand même, on y avait travaillé. Dire qu'on n'y a pas travaillé, ce serait quand même rayer des heures de travail dans ma commission. Mais les ordonnances, il faut que les gens comprennent qu'il y a deux étapes. Il y a la loi d'habilitation. On donne le droit au gouvernement de faire ce qu'il veut. Alors on a beau me dire, oh, il y aura des grandes... On va bien cadrer ce qu'il y aura dedans. J'ai légiféré par des ordonnances sur des petites choses à la marge. Mais j'ai bien vu ce qui se passait. Quand on donne le droit, quand on habilite le gouvernement à légiférer par ordonnance, il casse des trucs qui n'étaient pas prévus. Et s'il voit que ça commence à bouger dans la rue ou que ça bouge dans l'hémicycle et qu'il n'y a pas de majorité, il dit on ne va pas jusqu'à la ratification. Comme ça, je laisse tout ce que j'ai mis dans le cadre là. Et alors, non seulement ça s'applique par voie réglementaire, c'est du réglementaire, mais seulement ça crée des insécurités juridiques quand c'est que réglementaire. Donc je crois que par ordonnance, ça ne va pas du tout. Et puis, pour penser qu'entre le vrai débat parlementaire avec toutes les navettes, Sénat, Assemblée, et le 49.3 et les ordonnances, il y a deux possibilités pour un Parlement d'aller un petit peu plus vite. Mettons qu'on ne veuille pas que ça dure 6 mois. Il y a ou l'urgence déclarée, où il n'y a qu'une navette entre les deux assemblées, ou le temps programmé. Je dis, ils veulent aller vite, au moins ce temps-là de débat, que chaque groupe parlementaire, chaque député puisse s'exprimer. Moi, les ordonnances, c'est quelque chose qui me hérisse. On reste sur l'emploi et d'ailleurs ça vous concerne tout à fait puisqu'on est sur cette première circonscription de la Haute-Garonne avec ces milliers d'emplois sur Airbus. Peut-être François Chollet, je vais vous poser la question en premier. Comment on doit préserver, comment on peut préserver ces emplois alors qu'on sait que Airbus, malgré ses carnets de commandes, a plutôt tendance à écrémer? Comment vous comptez les préserver sur cette première circonscription? Alors, je crois qu'il y a plusieurs aspects dans cette question. Je crois qu'il y a l'aspect général national qui est celui de la libéralisation du travail.
et de la souplesse qui est amenée aux entreprises. Et clairement, je pense au PME-PMI, c'est ce que les chefs d'entreprise nous demandent, ils sont unanimes à le faire. Je me suis déjà exprimé là-dessus. Ensuite, il y a un aménagement local, il y a des initiatives locales qui sont à prendre, qui doivent être prises par les collectivités. Je pense à la métropole, je pense à la région. Il y a des dispositifs d'appui au PME-PMI, il y a des dispositifs d'appui dans leur développement immobilier, il y a des dispositifs d'appui dans la recherche. Tout ceci, cet ensemble doit permettre effectivement de travailler sur disons, l'amélioration des conditions des entreprises de l'aéronautique. L'aéronautique, c'est un secteur qui est extrêmement concurrentiel. Et gommer cet aspect, c'est quelque chose qui n'a pas cours et qui serait une erreur. Ces chefs d'entreprise-là ont besoin effectivement d'avoir une communauté autour d'eux sur le plan local. Ils ont besoin aussi, dans les règlements, dans leur façon de faire, dans leur façon de mener leur entreprise, d'avoir une liberté supérieure. Catherine Lemorton, comment on diversifie cette région qui est écrasée par l'aéronautique? Alors écraser, c'est négatif, c'est quand même une richesse, il ne faut pas l'oublier. C'est négatif. Normalement, il n'y a pas de réflexion négative. Voilà, alors carton rouge, c'est Salvador, carton rouge. Je m'auto-cartonne rouge. Non, mais aujourd'hui, la mono-industrie est à la fois une richesse, mais c'est un vrai danger. J'ai plusieurs fois reçu des représentants syndicaux, des co-traitants, sous-traitants. Les troisième rangs, j'ai envie de dire, on ne peut presque plus en parler, ils sont partis délocalisés. Bon, quand on a privatisé l'aéroport de Toulouse, qu'on l'a donné aux Chinois, j'ai entendu Emmanuel Macron, puisque je l'ai rencontré à plusieurs reprises à ce moment-là, me dire « mais il y a plus de 1000 Airbus qui volent dans le ciel chinois. Certes, mais sauf qu'on est en train de délocaliser vers la Chine les chaînes de montage d'Airbus. Donc de toute façon, mais c'est ce que je dis. Donc de toute façon, ce n'est pas un argument que je peux entendre. C'est M. Montebourg. Non, alors, Monsieur Chollet, vous ne m'interrompez pas, je finis. Monsieur Montebourg a sorti je suis d'accord avec vous, l'arrêté, j'étais déjà monté au créneau en juillet 2014. Mais celui qui a choisi les Chinois, c'est pas Montebourg. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Hein. C'est lui qui a vendu, quand même. Voilà. Non. Celui qui a décidé des Chinois, c'est Monsieur Macron, Monsieur Chollet. Ne changez pas de sujet. Il n'était pas tout seul, Madame Lemorton. Ne changez pas de sujet. Pour la privatisation de l'aéroport. Mais c'est pas passé par les députés. D'accord. Non, ça a été un arrêté. Vous nous expliquez que la privatisation de l'aéroport s'est faite par une décision personnelle de c'était une décision ministérielle. Ce n'est pas passé devant le Parlement. Non, mais ce n'est pas passé par le Parlement. Sinon, j'aurais voté contre. Je vous renvoie à ma question d'actualité du 9 décembre 2014 sur le sujet, face à M. Macron. Bon, j'ai le droit de soutenir M. Montebourg et on a le droit de faire des erreurs sur un sujet, un candidat a le droit. Monsieur Chollet, vous avez soutenu des candidats comme Sarkozy, ils ont fait plein d'erreurs. Vous avez soutenu Monsieur Fillon, il a fait plein d'erreurs. Bon, voilà. Non mais il me cherche Monsieur Chollet, donc je vais le chercher sur Monsieur Fillon. Bon, voilà. Alors c'est quoi donc la mono-industrie peut être un danger. Voilà, mais il faudrait d'abord savoir garder nos richesses. On a créé un oncopole. On a laissé partir Sanofi dans un scandale, enfin pour moi c'était scandaleux, voir qu'en 2016, Sanofi fait 7,7 milliards de bénéfices nets. Ces gens-là ont rayé de la carte toulousaine le site de Sanofi. Je me suis beaucoup battue dessus depuis des années. Comment voulez-vous, si on supprime, dire, mais comment vous diversifiez? On laisse des choses partir. Donc on a des richesses sur la chimie, on a des richesses sur la pharmacie, sur les recherches pharmaceutiques, je le dis. Pas à n'importe quel prix non plus, pas non plus qu'ils nous en fument ces gens-là sur leurs bénéfices. On a auditionné d'ailleurs avec André Chassaigne dernièrement la direction de Sanofi, c'était pas mal tout ce qu'ils nous ont raconté. On a des richesses agroalimentaires pour les élus régionaux, ils le savent, donc on peut développer. Donc la mono-industrie n'est pas une solution qui est... C'est pas que c'est pas viable, c'est pas une solution sécurisante pour la région en général. La région en général, d'ailleurs, au sens large du terme. Mais ne laissons pas partir les richesses qu'on a. Déjà, ne laissons pas partir ce qu'on a. Pierre Lacasse, pour... D'abord, je voudrais qu'on se mette d'accord sur ce dont on parle. Il faut une vraie politique industrielle en France. Il y a eu trop de casses des politiques industrielles. Et une politique industrielle qui réponde aux enjeux environnementaux et sociaux. Donc ça rejoint l'ensemble du débat. Sur l'aéronautique et le spatial, enfin, il faut que tout le monde sache, c'est 100 000 emplois sur la grande métropole. Ce n'est pas que la première circonscription d'ailleurs. C'est quelque chose de très important. Et la richesse d'Airbus, c'est le public. L'A320, c'est le public qui l'a créé. C'est une coopération entre États. Et ce que vous ne dénoncez pas là, M. Chollet, M. Laglaise,
en soutenant vos candidats, Fillon ou Macron, en soutien au capital, c'est le fait que les licenciements programmés à Airbus, pas proprement à Toulouse, mais programmés partout, le scandale de Molex, le scandale de Friskel, le scandale de Sanofi, vient sur le fait, Tom Enders l'avait dit, quand les États ont renoncé à une part importante dans le capital d'Airbus, Airbus Group, je crois, il y a 4, 5 ans, 6 ans, enfin dans les années récentes, Tom Enders a dit, mais très bien, ça va être une vraie entreprise, c'est ce que j'ai cru un peu entendre dans le candidat Fillon-Moudin, M. Chollet, qui disait, il faut libéraliser le marché. Ça va être une vraie entreprise, c'est-à-dire il va être soumis aux sentiments du marché. Mais les sentiments du marché, c'est la mise en danger de la 350, de la 380, parce que c'est une vraie mise en danger parce qu'on veut obliger les salariés à travailler vite. C'est une pression sur les sous-traitants. Et au bout, je ne sais pas si tout le monde le sait ici, Airbus a versé plus de dividendes aux actionnaires qu'il n'a réalisé de bénéfices cette année. C'est un scandale. Alors qu'en même temps, c'est le même scandale qu'on vit, donc il faut une loi contre le licenciement boursier, il faut une politique industrielle maîtrisée publiquement. Hein, je crois que c'est une des ambitions parfois qu'on dénonce à la métropole parisienne aussi sur le rapport aux entreprises. Une réaction? Oui. Non, Christine Arigui, vous avez déjà trop parlé. On n'a pas les temps de parole. Deux mots, une politique industrielle et une politique de reconversion. Parce que le vrai sujet, il est également là, c'est que quand on est comme ici dans une région avec une industrie monopolistique, si effectivement on ne travaille pas à une reconversion, on angoisse ceux qui ont du travail aujourd'hui et dont on serait en train de leur expliquer que demain ils n'en auraient plus. Et effectivement, si on ne s'engage pas dans une politique de reconversion, en termes de reconversion nécessairement de transition écologique, eh bien naturellement on a un rejet effectivement des gens qui ont du travail aujourd'hui dans ce type de domaine parce qu'ils ne voient pas l'avenir effectivement avec du travail. Et le travail, il est essentiel par rapport à notre mode de vie et notre état d'esprit. Deux mots. Premier mot. Oui, c'est bien parce que vous êtes en déficit de temps de parole, monsieur Laglaise. Pour la République en marche. En ce qui concerne l'aéroport de Toulouse, c'est effectivement Arnaud Montebourg et M. Sapin qui ont décidé de cette privatisation. Ça, c'est le premier point. Non, je dis Montebourg et Sapin, S-A-P-I-N, au cas où vous ne l'auriez pas compris. Bon, là, je suis en train de manger mon temps de parole. Le deuxièmement, c'est qu'effectivement, il faut une politique industrielle en France, globalement en France sur un certain nombre de sujets. L'aéronautique qui nous concerne ici et qui ne concerne pas que la première circonscription et même pas que la Haute-Garonne, globalement. Parce qu'il y a des gens qui habitent hors de la Haute-Garonne ou qui travaillent hors de la Haute-Garonne qui sont des sous-traitants d'Airbus. Et c'est un élément vers lequel va Emmanuel Macron. Je vous rappelle par exemple qu'il y a 2 jours, il a parlé de politique industrielle et de politique industrielle sur les chantiers navals et qu'il a dit qu'il était opposé au fait que les chantiers navals de Saint-Nazaire soient gérés majoritairement par des Italiens. Et donc il a proposé de nouveaux la mise en place de nouveaux actionnaires. Pardon. Pour quelqu'un qui porte l'Europe, c'est assez étonnant d'ailleurs. Oui, mais en fait c'est quand même un fleuron français et ce fleuron français, il pourrait ne pas être donné. Non, justement, c'est le contraire. Troisièmement, s'il vous plaît, parce que c'est à moi de parler, et je vous parlerai après. Troisièmement, effectivement, il faut réfléchir, mais au niveau global Haute-Garonne, comment on peut diversifier les atouts que l'on a et effectivement conserver, comme le dit Catherine Lemorton, cet atout extraordinaire qui est l'aéronautique, mais il faut également se diversifier. On a des débuts de diversification autour de l'agroalimentaire, on a des débuts de diversification autour du médical. Il faut continuer à porter ces filières, mais il faut continuer à les porter ensemble, que ce soit la région, le département, la métropole. Manuel Bompard, juste un tout petit mot, après on change de sujet. Pour être court, bien sûr, conforter Airbus et le vivier d'emploi, mais effectivement aussi investir, et il faut investir de l'argent public. Et là, le problème, c'est que c'est complètement contradictoire avec toutes les politiques qui sont proposées ces dernières années de réduction de la dépense publique. Aujourd'hui, il y a besoin d'investir. La transition écologique de notre activité, elle peut permettre de générer, nous on a estimé à plus de 2 millions d'emplois qu'on peut créer dans la transition écologique, la rénovation thermique des bâtiments. Voilà, mais pour ça, il faut que la puissance publique organise cette transition. Et donc, il faut un plan d'investissement massif. Donc, on considère un plan d'investissement de 100 milliards d'euros qui peut être financé par l'emprunt. Alors, on va me dire, oui, la dette publique, oui, mais quand vous injectez 1 euro
dans l'économie, dans une politique de relance de l'activité, vous générez 1,3, 1,4 milliard, 1 euro égale 1,4 euros de recettes fiscales, de cotisations sociales, etc., en fonction des coefficients multiplicateurs. Donc c'est une politique de relance de l'activité économique dont on a besoin aujourd'hui. Je voudrais juste rajouter juste un mot. Pourquoi le capital devait être vendu de l'aéroport? Ça a été décidé, c'était pour remettre de l'argent dans des sociétés privées pour que l'État, par l'agence de participation de l'État, remette son nez dans des entreprises pour les sauver. Je vous dis le principe qui avait été décidé. Par contre, c'est bien votre majorité municipale et métropolitaine qui s'est engouffrée pour aller prendre se partager les dividendes voulus par les Chinois. Donc c'est comme ça a été voté contre par la région, contre par le conseil départemental. On a dépassé à autre chose. Nous nous sommes battus pour garder, pour avoir une minorité de blocage. Oui, vous êtes vite, partagé les dividendes. Personne n'a l'air d'être responsable, je pense qu'on va revenir dessus. Non. Si tout le monde dit c'est là, je pense que non, c'est pas ça va être plus simple. Vous reviendrez dessus, monsieur? Face à cette vente qui départ de l'État, les collectivités, ensemble, ont travaillé justement pour pouvoir développer une minorité de blocage. Empêcher la prise de dividendes, comment voulez-vous faire? Nous sommes dans une... C'est la loi, c'est impossible. Mais vous avez voté pour, vous avez voté pour. On a voté pour pouvoir contrôler l'aéroport. Et grâce justement à la métropole, grâce à son président, grâce aussi à la grâce à Carole Delga. Et c'est lui le droit de réponse, Monsieur Chollet. Attendez, non, attendez. Monsieur Chollet, juste je voudrais donner un point de vue sur l'aéroport qui n'a pas été donné. D'abord, la politique industrielle de la France en termes de balance commerciale, s'il n'y a pas l'industrie aéronautique et spatiale, c'est le niveau de la Grèce. On a cassé l'industrie dans ce pays, alors attention. On dit on va remplacer. Moi, je suis effectivement pour la diversification, mais par quoi et quelle politique industrielle? C'est ce que disent les communistes. Deuxièmement, sur l'aéroport, il n'y a pas que la gestion. C'est un outil majeur de l'aménagement du territoire. Et là, la puissance publique, c'est privé. Et vous avez quand même appuyé, M. Chollet, avec M. Moudenc, sur l'idée qu'effectivement, ça avait été fait. Donc, on accompagnait l'opérateur privé. On ne le combattait pas. Oui, d'accord, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez jamais rien faire. Moi, je veux faire et je veux agir. Par exemple, sur les vols de nuit, M. Chollet, il y a combien de vols de nuit? Attendez. Il y a combien de vols de nuit sur l'aéroport? Il y a combien de vols de nuit sur l'aéroport? Attention, carton rouge. Il y a combien de vols de nuit sur l'aéroport? Je le dis gentiment. Est-ce que quelqu'un le sait? Est-ce que quelqu'un sait combien il y a de vols de nuit? M. Bompard, Anne Arigui, M. Chollet, sur l'aéroport. Donc je vous le donne, le chiffre, parce qu'il faut s'y intéresser. Il y a 21 vols de nuit sur l'aéroport et on est 150 000 sous le couloir aérien. Moi, pour ça, pourquoi je suis acteur de ce combat dans la première circonscription? Parce que je pense que c'est des vraies nuisances et c'est des nuisances aussi sur la pollution, parce qu'on parle beaucoup du diesel. C'est pour ça aussi, on y viendra, qu'il y a l'LGV. Et M. Chollet, il faut travailler vos dossiers, parce que l'aéroport, c'est une vraie problématique dans la première circonscription. C'est un atout, mais c'est des nuisances. On y reviendra et on va rebondir sur... On va s'arrêter là sur le sujet, mais vous allez, à mon avis, vous allez... Sinon, il va finir par nous parler de la piscine d'enceinte. Monsieur Lagrèze, il faut en parler. C'est l'abandon. Il faut que chacun, quand on dit des choses, il faut que ça suive d'actes. Moi, je suis quand même halluciné. C'est-à-dire que tout le monde autour de la table dit est contre la privatisation de l'aéroport. Mais il y a quand même des responsables, non? Et donc, il y a des engagements qui sont pris aujourd'hui, parce que sinon, le débat, il est intéressant. Mais est-ce qu'il y a des engagements qui sont pris aujourd'hui pour faire en sorte d'essayer de revenir sur cette privatisation? Est-ce que tout le monde autour de la table... Il faut racheter les parts, même si ça coûte toujours. Voilà. Est-ce que tout le monde est prêt à s'engager sur ça? Mais M. Macron, qui prenant l'exemple de l'aéroport de Toulouse, a écrit dans la loi Écoutez les réponses les uns des autres pour savoir ce que les autres de pensent. l'aéroport de Lyon et de Nice. C'était juste les travaux pratiques, nous, Toulouse, et il l'a appliqué derrière sur les deux. Donc moi, je demande à M. Laglaise, candidat de M. Macron, est-ce que vous engagez à garder 49... Vous bénéficiez de l'aéroport, même si vous êtes élu sur la deuxième, excusez-moi. C'est pas que nous qui utilisons l'aéroport de Toulouse, sinon il ne marcherait pas aussi bien. Donc, est-ce que vous vous engagez à garder 49,99% uniquement chinois et que la puissance publique, 50,01, reste majoritaire dans cet aéroport? Au moins ça. Allez, la réponse est-ce que vous vous y engagez? Au moins de ça. l'aéroport de Blagnac. On ne peut pas s'engager à récupérer des parts qui ont déjà été vendues. Déjà. Voilà. Non, je parle du maintien à 50,01. C'est ce qui est prévu. Voilà. Parfait. Et juste, est-ce qu'on peut aborder juste une question qui finalement va réunir tout le monde? Peut-être pas tout le monde, Madame Arigui. Le TGV, là pour le coup, certainement pas tout le monde. En tout cas, vous trois, parce que je crois que la gare Matabio est dans votre première circonscription. Elle est dans la vôtre? Elle est dans la deuxième. C'est-à-dire, ça concerne toutes les circonscriptions de toute manière. Mais par contre, Tout le monde est concerné. Alors, elle est à 3 mètres de la mienne.
C'est ça. Sur ce débat, il faut pas le résumer à la LGV ou au TGV. Il y a besoin de transport en commun. Il y a un besoin vital de transport en commun dans la métropole toulousaine, à l'échelle nationale. Et ça rejoint d'ailleurs le désengagement de l'État sur l'investissement. Parce que M. Macron, quand il dit on n'a pas besoin de prendre le train, l'avion marche très bien à Toulouse. De qui il se moque? On dirait Marie-Antoinette qui dit qu'ils prennent de la brioche quand ils n'ont pas de paix. C'est-à-dire qu'il a institué les bus Macron, et il le dit carrément, hein, pour les jeunes, pour les plus précaires, pour les pauvres, des conditions qui à terme remettent en question les questions de pollution, les questions de sécurité, c'est grave. Pour se désengager, on voit bien ce que fait la SNCF aujourd'hui, qui n'a plus de vrais projets d'investissement. Et sur cette question, M. Macron défend l'aéroport qui peut devenir un hub, hein, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est en train de monter en puissance les mouvements aériens. C'est juste pas incompatible. Voilà. Il n'est pas incompatible d'avoir les bus Macron, d'avoir un aéroport et d'avoir le TGV. Eh bien si, parce que je crois qu'à un moment donné, il faut faire des choix. Non. Et effectivement, on ne peut pas soutenir le développement de l'aéroport dans la configuration qu'on a annoncée et sacrifier la LGV. Dernier point sur la LGV, c'est la défense pour nous de tous les trains. Les candidats communistes et Front de gauche portent cette question-là partout. Défense du transport en commun, mais tous les trains, ça veut dire que créer la LGV, c'est la différence qu'on aura avec certains candidats, et pas le TGV, c'est-à-dire une ligne à grande vitesse, permettrait de dégager la ligne pour les trains intercités qui, à notre sens, pourraient irradier beaucoup mieux, et surtout pour le fret. Il y a de vrais scandales sur le transport de marchandises, vous le voyez sur les autoroutes et sur le transport de camions. Moi, j'étais à Saint-Jory avec Luc Ripoll, candidat de la 4e circonscription, et Monique Marcodis dans la 5e circonscription. On était à Saint-Jory qui est abandonné, la gare de triage. C'est un véritable outil extrêmement important qui doit intéresser la métropole, là aussi, M. Chollet. Et le port de Sète, aujourd'hui, aurait besoin de transport de marchandises. La SNCF doit candidater, mais hésite. Donc il y a une vraie problématique de créer une nouvelle ligne. Ça fait 150 ans qu'on n'a pas créé une ligne dans notre région. Faisons-le avec la LGV, qui, à mon avis, est un véritable outil par rapport à la maîtrise du développement de l'aéroport. Alors juste, je signale, excusez-moi, je signale juste que... Elle doit également continuer sur Narbonne, parce que dans notre région, il y a Toulouse et Montpellier, et donc en fait, il faut que la LGV continue. Je signale juste, excusez-moi Madame Arrigui, je signale juste que messieurs Bompard, Laglaise et Chollet sont en grand déficit de parole, donc c'est à eux que je vais donner la parole. Monsieur Chollet, une réaction à ce qui vient d'être dit? Oui, moi je crois que en matière de TGV, oui, nous sommes pour le TGV, pour cette ligne à grande vitesse. Nous pensons que c'est un outil de développement considérable pour cette région. Nous pensons qu'effectivement, elle doit être prolongée jusqu'à Montpellier, et que le lien Toulouse-Montpellier ferroviaire n'est pas assez développé actuellement. Donc la réponse est oui. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour que ce TGV soit présent à Toulouse en 2024. J'allais dire que le développement du TGV, effectivement, il va en parallèle avec celui de l'aéroport. Il y a un rééquilibrage des flux qui va se produire avec le TGV. Je suis, monsieur Lacaze me dit de travailler mes dossiers, mais je suis bien sensible aux aspects qui sont des aspects de santé publique liés à l'aéroport. Ce n'est pas à moi qu'on va faire ce reproche-là. Évidemment, moi je suis contre l'extension des vols de nuit, monsieur Laglaise. L'interdiction des vols de nuit. Je suis contre l'extension des vols de nuit. Je suis par contre pour faire la part des choses et pour que l'outil que représente l'aéroport en matière économique puisse être aussi préservé. Il y a là une discussion qui doit être permanente, qui doit être associée. Donc, et le développement des transports en commun, oui. Vous êtes ici dans une métropole qui a, avec TCO, le premier plan de développement des transports en commun du pays, de la France, après Paris. Vous l'avez hérité, nous l'avons construit. Nous l'avons construit, monsieur Lacaze. Le métro, c'est pas vous, vous n'avez pas doublé la ligne. Ah, vous n'avez pas fait le téléphérique. Vous non plus, pas d'accord. Vous avez fait 3 km de tramway, donc je crois que la discussion n'y est pas. Alors, si on pouvait revenir au débat législatif. Alors, c'est intéressant. Ouais. Jean-Luc Laglaise pour La République en marche. Le développement de la LGV n'est absolument pas incompatible avec le développement des bus et avec le développement de l'aéroport. Ce ne sont pas les mêmes destinations, ce ne sont pas obligatoirement les mêmes personnes au même moment. On peut être à un moment utilisateur de l'aéroport pour aller sur de l'international, pour aller sur d'autres villes radiales. On peut être utilisateur de la LGV pour aller sur Paris. Parce que pour aller sur Paris, la LGV
permettra de gagner du temps et permettra de travailler dans des conditions totalement différentes et beaucoup plus agréables que l'avion. Et pour moi, pour vous, pour tout le monde, pour les utilisateurs. Et les bus sont également une solution intéressante financièrement pour un certain nombre de personnes. Donc c'est majeur. Toulouse et notamment la nouvelle gare Matabio va être totalement repensée parce que ça sera un hub de connexion entre la LGV et le réseau de transport en commun TCO de Toulouse. Il y aura autour de cette, et on en parlera tout à l'heure, je crois que vous allez nous interroger sur l'urbanisme autour de la gare Matabio. Il va y avoir un développement important d'activités, un développement important de surface commerciale et un développement important de surface d'habitation, puisque Toulouse accueille de plus en plus de personnes tous les ans. Donc ce hub TGV est majeur pour notre métropole. J'avais une question, je veux intervenir avec une question un peu citoyenne qui permet de rebondir pour tout le monde. C'est une question de Ludivine qui habite Labarthe-sur-Lesse. On parle beaucoup de Toulouse, etc. On va parler un peu de la périphérie et qui justement s'inquiète de l'explosion démographique et économique de la métropole toulousaine par rapport au territoire en périphérie. Et qui se demande si, et qui est une question qui pour elle est d'autant plus d'actualité que M. Macron est souvent présenté comme le président des villes au détriment des territoires des champs. Tout ce que vous avez pu dire jusqu'à présent sur le bus, etc., permet de désenclaver ces territoires-là. Est-ce que vous avez d'autres solutions à proposer à Ludivine? Alors, je vais répondre à Ludivine, mais d'abord, j'ai deux mots sur... oui, Manuel Bompard pour la France Insoumise. La question des transports. Je vais d'abord vous dire que si c'est contradictoire, le bus, le train, l'avion, c'est contradictoire, pas toujours, bien sûr, mais par exemple dans notre département, c'est contradictoire quand vous regardez la ligne Montrégeau-Luchon, où on la remplace par un bus. Voilà. Et qu'aujourd'hui, le développement des bus et des bus Macron en particulier, ils se font au détriment des lignes de train qui sont les lignes du quotidien, celles qui structurent justement les territoires moins urbanisés dont vous parlez, dont on ferme les gares. Les bus Macron, c'est pas les bus du quotidien. Hein. Oui, mais justement, là, je vous dis... C'est pas le même usage, c'est pas la même chose. Oui, mais vous étiez en train de me dire, est-ce que le bus est contradictoire avec le train? Je vous dis, oui, des fois, le bus est contradictoire avec le train. Oui, parce qu'on est en retard tous les deux, donc... Ouais, mais vous parlez des TER, parce que je vous parlez des TER, et les TER, c'est encore complémentaire. Non, mais attendez, d'abord, je suis en train de vous dire que le bus est contradictoire avec le train sur certains territoires, et ensuite, si vous voulez défendre le TER, très bien, j'en suis d'accord. Donc vous allez faire un plan d'investissement massif pour enfin rénover les trains, réouvrir toutes les gares qui ont été fermées ces dernières années. C'est l'engagement que vous prenez aujourd'hui? Non, c'est pas ce que vous avez dans votre programme. Donc vous ne le ferez pas. Or, aujourd'hui, je considère que ces lignes de TER, elles sont essentielles pour nos territoires, elles sont essentielles pour la dimension environnementale aussi, parce qu'on pousse les gens à reprendre leur véhicule. Et au contraire, il faut un plan, c'est quand même assez lunaire. Si on parle de cette ligne-là spécifique, cet exemple, parce que je crois qu'il illustre assez bien, on est en train de revenir au 19e siècle où cette ligne de train n'existait pas. Et on va la remplacer par un car. Et vous trouvez que c'est une bonne chose? Bah, franchement, là, il y a des usagers, il y a des citoyens qui se battent dans ce territoire. Moi, je leur apporte mon soutien. Ensuite, sur la question des transports et du TGV. La question n'est pas de savoir si on est pour ou contre le TGV. Moi, je suis favorable aux lignes à grande vitesse, il n'y a pas de problème. Mais pas à celle-ci. Voilà. Pourquoi pas à celle-ci? D'abord parce qu'il y a une ligne existante qu'on pourrait rénover, que les études montrent, et là, c'est une divergence que j'ai avec vous, que ça ne se ferait pas au détriment du fret. Et qu'aujourd'hui, la ligne, elle n'est pas... Non, justement, le fait de rénover la ligne permettrait que le fret puisse aussi circuler sur cette même ligne. Et parce qu'il y a une ligne qui existe et qui structure le territoire qui s'appelle la POLT, qui passe au centre de la France, et qu'on pourrait aussi la rénover si on veut gagner des temps de transport. Et enfin, puisqu'on rentre dans le détail de ce sujet, parce que toutes les études montrent que sur le report modal, c'est-à-dire à partir de quand on utilise le train au lieu d'utiliser l'avion, bah, les temps de trajet qui sont prévus, y compris pour la nouvelle LGV, y compris en s'arrêtant nulle part, c'est-à-dire autour de 3 heures de transport, montrent qu'il n'y aura aucun report modal entre l'avion et le train. Et que tous ceux qui prennent aujourd'hui l'avion, ils continueront à prendre l'avion. Donc développer... Ça fait longtemps que vous n'avez pas pris l'avion? Mais écoutez, je prends l'avion très régulièrement. Mais c'est pas... Mais bien sûr que je prends l'avion très régulièrement et je vais vous dire, c'est pas parce que le TGV va mettre 3 heures au lieu de 5 heures que je vais arrêter de prendre l'avion. Voilà. Donc votre argument qui est de dire il faut développer la LGV parce que ça va permettre de reporter des passagers de l'aéroport sur le train est un argument qui est un argument à mon avis totalement faux. Et enfin, puisque vous parlez des solutions et je m'arrête là, il faut effectivement développer le ferroutage et mettre tous les
camions sur les trains. C'est quand même lunaire quand vous prenez l'autoroute aujourd'hui, par exemple, pour descendre à Narbonne, de voir le nombre de camions qu'il y a sur cette autoroute et partout en France. Alors qu'on pourrait très bien, avec un petit peu de volonté politique, un peu de puissance publique qui organiserait le ferroutage, développer ce moyen de transport. Voilà. Et pour Ludivine, je lui dis effectivement les services publics, les transports qu'il faut réimplanter dans ces territoires et arrêter leur fermeture, où on se retrouve avec des zones qui deviennent des zones purement pavillonnaires. Il faut de la mixité des activités, du logement, de l'activité, des services publics. Et il faut aussi, là aussi, de la puissance publique pour organiser ça. Je voudrais rajouter vraiment un petit quelque chose, même si vous ne me donnez pas la parole, parce que je dépassais mon temps de parole, mais après, il faut quand même que les gens aient en tête que le coût de la LGV, c'est 7 à 9 milliards, que pour la première fois en France, on propose un modèle qui soit payé par les collectivités locales, et qu'à partir du moment où ce seront les collectivités locales qui supporteront le prix, collectivités locales dont vous êtes à part entière partie prenante, ce seront ces collectivités locales qui supporteront le coût de la mise en place de la LGV. Et ce faisant, vous n'aurez pas les moyens de mettre en place des trains de proximité, des déplacements de proximité. Je vais tous les jours à Montauban par l'autoroute parce que la possibilité de prendre le train est extrêmement limitée. Donc il faut aujourd'hui, quand on est dans le cadre du télétravail et quand on est dans le cadre des déplacements de proximité, penser l'avenir autrement. Et penser l'avenir autrement, c'est bien entendu dire que les grandes infrastructures sont à la charge de l'État et de la collectivité tout entière et non pas au niveau des collectivités locales. C'est un scandale absolu qu'effectivement de faire supporter le coût de la LGV 7 à 9 milliards par les collectivités locales. Si c'est certain, ça veut dire que vous ne pouvez pas... Non, mais on a déjà payé, donc il faut une solution, parce qu'on paye déjà. Hein. Et vous avez vu que les Bordelais ne veulent plus payer, parce qu'il y a une ligne et les gens ne veulent plus payer. Nous, on a déjà payé, les collectivités locales. Donc je pense que moi, je défends la LGV, pas tout, mais je défends la LGV, avec du financement public. Donc il y a une question, c'est les 40 milliards de dette aujourd'hui à la SNCF. Qu'est-ce qu'on fait de cette dette pour un investissement futur sur son train? L'Allemagne a racheté. L'Allemagne a aidé à racheter son entreprise ferroviaire, ça va être pour développer l'industrie, parce que M. Pépi, quand il dit aujourd'hui ça ne se fera pas, il ne défend pas plus les trains intercités d'ailleurs. Hein. Il défend même il défend le budget qu'on lui donne, Blablacar ou autre chose que le train. Mais il dit je n'ai plus d'argent sur l'investissement. Oui, c'est la vérité. C'est une vraie question aujourd'hui, donner les moyens au pays d'avoir un investissement pour le train, tout train confondu, avec le fret, pour nous la LGV et les trains intercités, parce que ça fait partie là aussi, comme le débat sur l'aéroport, d'une vision d'aménagement du territoire. Sur la Haute-Garonne, je dis à M. Bompard qui prend effectivement l'avion souvent pour Paris, la Haute-Garonne a toujours été enclavée. On n'aura pas la LGV, on sera les derniers, mais les territoires en souffrent globalement et on est quelque chose de marquant. C'est un territoire rural et urbain et il faut que Toulouse Métropole, ce que nous avions fait, ce que ne font plus la nouvelle majorité, irrigue la richesse de Toulouse Métropole en direction des territoires les plus défavorisés, du nord du département, mais aussi le Comminges, la Barthe-sur-l'Aise aussi, par exemple sur la filière bois. On a porté une proposition sur la filière bois. Il faut qu'il y ait un contrat, que Toulouse Métropole pousse à ça. Voilà. Ça peut être facteur de concurrence. Nous, on est contre la concurrence entre territoires, on est pour l'égalité des territoires. Alors, c'est parfait, parce qu'il y a plein de solutions là-dedans. Maintenant, Pierre Lacaze, je suis désolé de vous dire que on va plus beaucoup vous entendre d'ici la fin du débat. C'est pas... écoutez. Donc, qui est le second? Moi, je veux savoir qui est le second, c'est tout. Très très loin derrière, c'est Monsieur Bompard le second. Allez, écoutez, on va terminer avec des solutions que vous posez. On pourrait juste parler à Ludivine. Alors vous pouvez y aller, Monsieur Laglaise, parce que justement vous êtes, vous êtes en retard. Donc Ludivine qui veut nous parler d'aménagement de territoire. Des territoires. Elle veut nous parler d'équilibre de territoire. Il faut rappeler à Ludivine qu'effectivement l'agglomération toulousaine accueille chaque année 10 000 nouveaux habitants. Et que ces habitants, il faut effectivement les loger quelque part. Le fait de loger des habitants, autant d'habitants, ça augmente systématiquement la pression foncière. Excusez-moi, je rappelle juste que vous êtes chargé du développement urbanistique à la mairie de Toulouse. Oui, enfin, des cœurs de quartier et de l'aménagement. Oui. Vous savez de quoi vous parlez, voilà. Oui. Ça veut dire que la pression foncière augmente sur Toulouse et que de plus en plus de personnes finissent par aller effectivement habiter loin de Toulouse. Et ça finit par générer un déséquilibre du territoire. Ça finit par générer un déséquilibre du territoire et ça finit par grignoter un certain nombre de territoires qui étaient, ou en tout cas qui avaient vocation à être agricoles ou maraîchers.
J'ai un exemple pour lequel je me bats aux Isards. Il y a un territoire maraîcher aux Isards. Je souhaite qu'il reste maraîcher et tant que je m'occuperai de ce quartier-là, il restera maraîcher. Il y a d'autres endroits au nord-est de Toulouse qui sont extrêmement agricoles, sur lesquels ils vont être définis des zones prioritaires agricoles de manière à ce qu'elles soient protégées et qu'elles soient protégées de l'urbanisation et surtout de la pression foncière, parce que ce sont des territoires qui se construisent. Il y a donc un certain nombre d'éléments à mettre en œuvre et il y a également une révolution intellectuelle à faire dans les entreprises, notamment permettre de plus en plus le télétravail. Il y a pourquoi systématiquement, quand on habite à 30 km de Toulouse, prendre sa voiture pour aller prendre l'autoroute, pour venir sur le périphérique, éventuellement se garer quand on trouve des places au terminus ligne A ou ligne B, pour aller à son boulot. Ou l'avion ou la LGV. Oui, non, enfin, à l'échelle de la circonscription, c'est moyen. L'avion, la LGV. C'est pareil quand vous allez à des réunions pour une demi-journée à Paris. Voilà. Effectivement, il faut de toute façon développer le télétravail. Et il y a un certain nombre de zones dans notre territoire, de zones qui sont plus proches de zones agricoles, sur lesquelles on peut développer des espaces de coworking comme celui dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui permettrait à des salariés qui habitent un peu loin, ou à des, pas obligatoirement des salariés, à des travailleurs qui habitent un peu loin, de collaborer avec des entreprises. Ça, c'est un premier point. En termes de connexion des territoires et en termes de transport, aujourd'hui, les transports sont extrêmement segmentés. Tisséo s'occupe de son domaine. Le département s'occupe de son domaine, la région s'occupe de son domaine. Il y a un sujet, par exemple, dans ma circonscription, qui est la deuxième circonscription, tous les gens qui sont au nord, qui sont du côté de Bessières, de Buzet-sur-Tarn et autres, qui veulent venir à Toulouse, ou même des gens qui sont au-delà, qui sont du Tarn, eh bien, ils prennent leur voiture, ils arrivent jusqu'à Toulouse, ils payent le péage à l'Union et ils viennent encombrer les périphériques toulousains, ils viennent polluer également. Si l'on étudiait, je propose juste de l'étudier, de mettre en place, enfin en tout cas d'agrandir les zones de covoiturage qui sont à chacune des sorties de l'autoroute de la 68. Si l'on étudiait un transport en commun qui ferait la navette jusqu'au terminus ligne A de Balma. Cette navette étant cadencée toutes les 15 minutes aux heures de pointe, toutes les heures en dehors de ce temps-là. Aujourd'hui, ça ne dépend ni du département, ni de la région, ni de la métropole, parce que c'est à cheval entre plein de choses. C'est l'objet du député de s'occuper également de cet aménagement du territoire. Et donc, je m'engage de toute façon à faire étudier cette question, et j'en ai parlé avec les maires des communes concernées, qui trouvent l'idée plutôt intéressante. Parfait. On va conclure avec pour chacun d'entre vous, Monsieur Lacaze, vous avez intérêt à ce que ce soit très court. Ça c'est difficile, c'est très difficile pour nous, très court. Une solution sur un thème qui vous tient particulièrement à cœur, une solution que vous souhaiteriez porter si vous êtes élu député à l'Assemblée nationale. On commence peut-être par vous, Monsieur Chollet. Est-ce que vous avez une solution sur les déserts médicaux? On rappelle que vous êtes chef de service au CHU de Toulouse et grand spécialiste du sujet. Que fait-on? Alors d'abord, c'est une vraie question. C'est une vraie question qui est exprimée par les gens, qui est exprimée par les élus, qui concerne la ruralité, mais pas exclusivement. Les déserts médicaux, c'est aussi en ville. Et j'étais l'autre soir près de gens du quartier des Sept-Deniers qui s'inquiètent. À Sept-Deniers, il n'y a plus qu'un médecin. Et c'est compliqué d'avoir accès à ce médecin. Et donc, il y a vraiment une menace qui est une menace forte. Il y a une menace et il y a un paradoxe. C'est que, en fait, le nombre de médecins qui est formé est a priori suffisant. Et c'est ça qui rend les affaires difficiles. Ça veut dire qu'ils sont formés, mais ils ne s'installent pas. Ça veut dire qu'il y a cet effort de formation, qui est cet effort public, n'est pas suivi d'effet. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une solution. Ce n'est pas uniquement augmenter le numerus clausus, faire en sorte qu'il y ait plus de médecins. C'est sûrement une des solutions, mais ce n'est pas ça. C'est une réflexion sur une nouvelle pratique. Et c'est vrai que lorsqu'on interroge les étudiants, les futurs médecins, sur ce qu'ils souhaitent, c'est une pratique différente, c'est une pratique de groupe. C'est une pratique, j'allais dire, réglée, dans laquelle les temps sont séparés. C'est-à-dire qu'il y a le temps de travail, il y a le temps de la vie familiale, le temps de la vie personnelle,
de façon à ce que la qualité de vie puisse être appréciable. Il y a la question de la permanence de soins, des gardes qui se pose aussi. Il y a la question de la pluridisciplinarité, c'est-à-dire qu'un médecin veut travailler avec un pharmacien, avec un kinésithérapeute, avec une infirmière, avec d'autres médecins spécialistes. Il y a donc un mode organisationnel qui est, je pense, différent, qui est à inventer. Il y a les maisons médicales, les maisons de santé qui sont un exemple important. Moi, je suis, et nous serons pour garder le caractère incitatif à l'installation, mais pour favoriser cette nouvelle pratique, ces nouvelles pratiques médicales. Je pense qu'il faut être à l'écoute des jeunes et de ce qu'ils proposent dans leur métier. Ma conviction, à travers les étudiants que je rencontre, c'est qu'ils sont passionnés par leur métier. Et donc, il n'y a pas de doute sur l'intentionnalité, sur le désir. Mais par contre, il y a une vraie question sur le mode de pratique. Je pense qu'on change là d'époque, on change de paradigme. L'image du médecin de famille qui passait ses journées de l'âge de 30 ans à 70 ans, week-end compris, à l'écoute de sa clientèle, c'est quelque chose qui est fini, il faut l'entendre et il nous faut réfléchir dans ce sens. Merci beaucoup. Madame Lemorton, vous allez me donner une solution pour que les députés siègent à l'Assemblée nationale, c'est ça? J'attends de voir le projet de loi final de M. Bayrou pour poser des amendements. Je présidais une commission 5 ans. Vous avez quand même des députés qui font tout autre chose que députés. C'est-à-dire que normalement, ils sont obligés, il y a déjà un règlement, ils sont obligés de venir tous les mercredis matins en commission. J'ai demandé dès 2012 que la commission soit sous vidéo permanente. Pourquoi? Pour que les citoyens, ça revient un peu à ce que disait M. Bompard, c'est un début, que les citoyens puissent vérifier à tout moment ce que leurs députés racontent, parce que des fois ils refont la vie après quand ils racontent dans des journaux, c'est pas ce qu'ils ont dit, dans quelle ambiance ça se passe et quels sont leurs mots exacts quand ils s'expriment, c'est important. Eh bien, il faut signer un registre. Ils ont droit à 2 absences par mois non justifiées, ce qui me paraît déjà pas très contraignant. Et quand ils sont obligés de signer, certains, et ça frappe la droite et la gauche, sont venus me demander est-ce qu'on ne pourrait pas mettre le registre à l'extérieur dans le couloir pour ne pas avoir à rentrer dans la commission. J'ai dit là, ça commence à me... Là, c'est bon. Donc, je vois des gens quand même qui sont ailleurs, sauf là où ils doivent être. Et je suis assez étonnée que dans ce projet de loi de M. Bayrou, qui va chercher de la moralisation, du truc, du machin, de la transparence, moi je suis pour, je vote pour tout ça, il n'y a aucun problème. Qu'on se pose la question de où est le député quand il fait du conseil. S'il fait du conseil, c'est qu'il ne fait pas député. Donc c'est quand même un vrai problème. Quand je vois nos leaders nationaux, et là, là vraiment ça frappe tous les camps, donc je ne crée pas de polémique, qui parce que la vie politique n'est peut-être pas assez financée, j'en sais rien, qui prennent des postes de parlementaires à tous les niveaux, uniquement pour crier fort au micro, leader ou leadereux, hommes ou femmes, qui viennent crier au micro de 15h à 16h aux questions d'actualité, quand les gens sont sur France 3 en train de regarder les questions d'actualité, parce que ça montre qu'ils sont là. Mais que les grouillots de base dont je fais partie, qui en commission à 5h du matin discutent les amendements, vont sur les articles 88 à 14h30, se remettent au boulot à 16h15. Je peux vous dire, quand j'entamais un débat dans la commission, je pouvais dire d'avance qui à 3h du matin dans tous les groupes serait encore présent. Je pouvais d'avance faire la liste de la gauche à la droite. J'étais sûre d'avoir les mêmes. Donc je crois qu'il y a j'ai quelques idées, je n'ai pas le temps de les développer, mais déjà appliquons le règlement sur la présence en commission. Et puis, ça rejoint ce que M. Bompard disait, mais je pense que ça, pour le coup, la gauche, on est quand même beaucoup là-dessus, sur la démocratie participative, ne serait-ce que rendre compte à ces citoyens, avant même qu'ils interfèrent, c'est qu'est-ce qu'on fait exactement? Et les partis politiques ont une très grande responsabilité. Quand ils renvoient des candidats devant les électeurs, c'est aux partis ou au mouvement, enfin peu importe, au mouvement, enfin, les gens qui désignent les candidats, les partis qui désignent les candidats, c'est à eux de dire, parce qu'on ne dit pas plus de 3 mandats successifs. Moi, je pourrais donner des noms, mais comme on n'est pas sous Vichy, je ne vais pas les donner. Mais il y a des gens qui ont accumulé 3 mandats successifs, au bout de 5 ans, on les aurait arrêtés, ça n'aurait pas nuit à la République. Hein. On avait des chances d'ailleurs de mettre des députés qui travaillaient un peu plus. Moi, je suis quand même effarée qu'on ne mette pas ça au cœur du débat. Comment faire pour que des députés ne soient pas en train de labourer leur circonscription du mardi au jeudi, alors qu'ils devraient quand même être à l'Assemblée. Et pour les gens qui nous regardent, je dis attention aux élections qui arrivent. Ne me faites pas une république des obligés à M. Macron, qui seront élus parce que M. Macron, et qui seront des obligés complètement et qui ne feront que voter sans rien dire.
Je sais que des frondeurs, c'est embêtant, je l'ai vécu dans ma commission, ça peut être gênant, mais en tout cas, ne faisons pas une république d'obligés. Et si on veut faire une république où il y a une vraie séparation des pouvoirs, il faut que les députés soient présents en commission et dans l'hémicycle. Merci. Manuel Bompard, un problème, une solution? J'avais envie de parler partage des richesses. Voilà. Notamment parce que c'est un sujet d'actualité et donc un impôt. C'est un sujet d'actualité parce que vous avez vu que je pense que si nos auditeurs doivent entendre ça, que M. Macron va augmenter la CSG. Et donc pour les gens qui ont des retraites de 1 200 € par mois, on va leur prendre 250 € chaque année. Je pense que c'est important que chacun puisse se prononcer à l'élection qui vient, que tout le monde ait connaissance de cette information. Et donc moi je voulais au contraire proposer une autre réforme fiscale. Nous on a préparé une réforme fiscale alternative et on a fait la preuve qu'on peut avoir une réforme fiscale aujourd'hui dans ce pays, notamment en créant de la progressivité, donc en ajoutant des tranches d'impôts. Vous savez, aujourd'hui, finalement, l'impôt n'est pas proportionnel aux revenus, notamment parce qu'il y a des exonérations fiscales qui font que finalement les plus hauts revenus contribuent moins que ce qu'ils devraient à la solidarité nationale. Donc on peut avoir une réforme fiscale qui fait que 92% des citoyens français paieraient moins ou autant d'impôts qu'aujourd'hui et on générerait 10 milliards € de marge de manœuvre supplémentaire. Voilà, ça c'est une réforme fiscale possible. On rajoute 14 tranches, une dernière tranche à 90%. Parce qu'au-delà d'une certaine somme, c'est normal qu'on contribue beaucoup à la solidarité nationale. Et pour que tout le monde ait en tête ce chiffre-là, 10 milliards d'euros, c'est inférieur au trou, ce qu'on appelle le trou de la sécurité sociale. C'est supérieur, pardon, au trou de la sécurité sociale. Donc voilà, je pense qu'il y a des solutions politiques assez simples dans ce pays. Et ça me paraîtrait normal que tout le monde se retrouve autour d'une proposition qui permette d'avoir un impôt qui soit réellement progressif à hauteur des revenus de chacun. Ça me paraîtrait normal. Non, en fait, parce que certains ont déjà des positions, je l'ai dit, M. Macron qui va augmenter la CSG, M. Fillon qui proposait aussi, et M. Macron qui va aussi d'ailleurs baisser l'impôt sur la fortune, la moitié de l'impôt sur la fortune pour les plus grandes richesses dans ce pays. Donc on va aller au contraire plus dans le sens d'une inégalité face à l'impôt, alors que moi je crois qu'au contraire il faut créer de la progressivité par rapport à l'impôt. Voilà, c'est une solution simple et raisonnable et je pense que les citoyens s'y retrouveront. Donc finalement, je m'arrête là, l'enjeu de ces élections, parce que je trouve qu'on vit une campagne un peu bizarre, où on a l'impression qu'on ne sait pas trop de quoi on parle. Donc finalement, les enjeux de cette élection, il faut les résumer assez simplement. Si les gens sont favorables à la nouvelle loi travail, ben, ils peuvent voter pour les candidats de M. Macron, sinon ils peuvent voter, en tout cas pour des candidats qui se sont prononcés contre. S'ils sont favorables à la hausse de la CSG, ils peuvent voter pour les candidats de M. Macron, sinon ils peuvent voter pour des candidats qui proposent une réforme fiscale. S'ils sont favorables à la poursuite du nucléaire, ils peuvent voter pour les candidats de M. Macron, sinon ils peuvent voter pour des candidats qui proposent la planification écologique. Non mais au moins il faut le dire assez simplement. Mais attendez, les points de vue sont légitimes, c'est la démocratie. Mais l'élection, elle a un sens si vous précisez ce que vous allez faire. Et je trouve qu'il y a une tendance du côté de M. Macron à essayer d'éviter le débat, de se masquer, reporter les discussions et les sujets après l'élection, qui à mon avis ne sont pas raisonnables d'un point de vue démocratique. Je ne vais pas vous demander de répondre à M. Laglès pour La République En Marche, parce que là, on en est sur notre conclusion. Il y aura quand même deux sujets, parce qu'il a fait volontairement ou involontairement des erreurs. Sur lequel je répondrai au moment où j'aurai... Alors juste, on va poursuivre parce que vous aviez commencé quand même avec la répartition des richesses. Bien sûr. Il y a beaucoup d'argent. Christine Arédi allait trouver du côté de l'évasion fiscale, c'est ça? Oui, voilà. Alors moi, c'est votre solution à vous. Je voulais particulièrement parler de ce sujet-là parce que tous les thèmes qui viennent d'être abordés, on aimerait bien pouvoir disposer de davantage de temps, des aires médicaux, aménagement du territoire, effectivement. Comment peut-on s'installer dans l'évasion des fiscale. Territoires, dans les territoires, mais je veux y venir. On y reviendra, vous pourrez revenir plus tard sur Politiseur, c'est fait pour. Il n'y a plus d'école, il n'y a plus de poste, il n'y a plus, etc. Donc c'est une des explications certainement aussi, mais beaucoup d'autres, au fait que des jeunes ne veulent plus s'installer dans des endroits où ils ne peuvent pas élever leurs enfants. Et alors ils ne peuvent pas élever leurs enfants parce qu'il n'y a plus de transport, il n'y a plus de train de proximité, il n'y a plus rien parce qu'effectivement on n'a plus assez d'argent pour financer tout cela. Et on n'a plus assez d'argent pour financer tout cela parce que on n'a pas fait une grande réforme fiscale telle qu'elle devrait être, elle aurait dû être faite, moi président. Mais le fait est que si on fait une grande réforme fiscale et on approuve au niveau Europe Écologie Les Verts bien des propositions qui ont été faites là sur ma droite, parce que ça ne suffit pas. Parce qu'on peut augmenter tous les impôts que l'on veut, on peut effectivement créer toutes les tranches que l'on veut, mais si on ne met pas un terme résolu, définitif et mondial, et là je pèse mes mots, à l'évasion fiscale, eh bien rien de tout cela ne servira à rien. Quelle solution alors? Aucun des débats que nous avons eus là autour de cette table ne sera financé et ne servira à quelque chose. Donc il y a des solutions.
Ces solutions, elles sont portées depuis des années par Europe Écologie Les Verts, elles sont portées depuis des années par des grandes organisations telles que CCFD Terre Solidaire, elles sont portées par Oxfam. Elles existent, elles sont extrêmement concrètes de reporting pays par pays qui fait qu'effectivement aujourd'hui, dans la loi Sapin 2, un dispositif de la sorte avait été proposé, sanctionné par le Conseil constitutionnel parce que mal préparé et surtout en fin de mandat. Il y a également d'autres solutions qui permettent effectivement d'avoir des listes grises de paradis fiscaux avec la suppression des paradis fiscaux parce que demain on pourra faire toutes les avancées du monde au niveau national ou au niveau européen si on ne met pas bas à ce scandale démocratique que sont les paradis fiscaux, et bien naturellement, nos actions démocratiques et nos actions de volonté démocratique ne pourront à aucun moment donné être mises en place. Donc je pense que moi je suis partie en politique Europe Écologie Les Verts de façon très engagée avec Eva Joly. Parce qu'effectivement, il m'a semblé, même si elle n'a pas été comprise vraiment, même par le monde écologique, il m'a semblé que par ce biais-là, je termine, par ce biais-là, on est au cœur de tout notre pacte social au niveau européen, au niveau français et au niveau mondial. Pierre Lacaze, on a 10 secondes pour vous. 10 secondes, donc il faut aujourd'hui prendre le pouvoir sur l'argent. C'est dit, mais ils ne vont pas au bout par mes concurrents. Il y a effectivement besoin d'investissement. Il y a besoin, il n'y a pas que les médecins dans la santé, M. Chollet, il y a besoin d'hôpitaux, d'infirmiers, d'aides-soignants. C'est ça aussi les déserts médicaux et les problématiques des maternités. Il y a besoin d'un pôle, c'est la proposition qu'on fait, vous reprenez une proposition communiste, M. Laglaise, d'un pôle des transports, un syndicat, on peut recréer avec la région, le département, là, immédiatement. Et donc de nationaliser, nous on propose des banques, la BNP, la Société Générale dans un premier temps, pour une maîtrise de crédit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la situation réelle, je voudrais aussi m'adresser aux étudiants, c'est le déficit des universités. On va peut-être vivre un décret qui va faire tirer au sort sur les inscriptions. C'est une véritable honte. On voit l'augmentation des droits d'inscription. On voit les coûts payés à l'hôpital et les services publics. Vous défendez les candidats Fillon-Macron, candidats de droite, une baisse drastique des services publics. Et je le dis à Catherine Lemorton, vous avez peut-être beaucoup travaillé, mais vous avez mal travaillé. Sur la loi travail particulièrement, mais ce quinquennat a été difficile. Donc il faut réorienter une politique forte et donc il faut que l'État ait une maîtrise. Il faut un pôle public bancaire extrêmement fort pour aider par exemple aujourd'hui même à des prêts à taux zéro ou aider les collectivités sur les projets. M. Macron propose encore, là vous ne l'avez pas dit M. Laglaise, mais 10 milliards. Oui mais il faut comprendre que si on ne prend pas le pouvoir sur l'argent, tout ce qu'on dit ne servira à rien ou tous les engagements que prendront les uns les autres ne serviront à rien. Il faut prendre le pouvoir sur l'argent parce que c'est ce qui inquiète nos concitoyens. Aujourd'hui, comment on peut lutter contre le désert médical? Comment on peut avoir plus de transports en commun? Comment on peut créer plus de services publics? Comment on peut aider l'emploi réellement et pas les actionnaires? C'est effectivement par une politique incitative sur l'argent. Donc cette maîtrise du crédit, elle est importante pour les particuliers, pour ne pas surendetter nos compatriotes. Parce que les banques aujourd'hui ont un rôle néfaste dans la situation de pouvoir d'achat de nos compatriotes et elle est incitative pour les entreprises ou les collectivités. Il y a un vrai besoin aujourd'hui majeur à l'échelle de tout le pays, dans toutes les circonscriptions, que l'État réinvestisse dans la production ou dans les services publics. Monsieur Laglaise, vous avez tout le temps que vous voulez pour nous évoquer. Et ce sera la dernière intervention de la matinée. Je voudrais juste redresser... C'est gentil. Sinon, en fait, vous augmentez mon temps de parole chaque fois que vous m'interrompez. Ça serait juste dommage. Je voudrais redresser deux éléments qui ont été dits par M. Bompard et qui sont particulièrement faux. Le premier, il a annoncé que nous allions augmenter la CSG sur les petites retraites. Alors non seulement c'est faux, parce que d'abord, 40% des retraites sont déjà exonérées de CSG et elles continueront à l'être. Et il n'y a que les retraites qui dépasseront 2 000 à 2 200 euros qui auront une augmentation de la CSG. Et en ce qui concerne les petites retraites, elles seront augmentées de 100 euros. Donc ça, c'était déjà une distorsion du programme d'Emmanuel Macron. Mais je ne demande pas à M. Bompard d'en faire l'éloge. C'est normal, il fait l'éloge des siens. Le deuxième point sur lequel il a fait une erreur, c'est quand il dit que nous allions baisser l'ISF. Ce que propose Emmanuel Macron, c'est de ne absolument pas toucher à l'impôt ISF, parce que l'impôt ISF est un impôt que nous considérons comme juste. La seule chose que nous souhaitons faire, c'est que les personnes qui vont réaliser des investissements
dans l'industrie, dans l'économie française, l'investissement qu'ils font soit sorti de l'assiette de l'ISF, voilà, qui ne payent plus d'impôts là-dessus. Voilà. L'idée est de pousser les gens qui ont des finances pour investir dans l'économie productive en France. Voilà, ça c'était ces 2 points que je voulais remettre en place. Alors, est-ce que vous avez également une solution sur un thème qui vous tient particulièrement à cœur et que vous pourriez porter à l'Assemblée nationale si d'aventure vous êtes élu député? Alors, il y a un thème qui me tient particulièrement à cœur, sur lequel les solutions sont extrêmement compliquées parce qu'elles seront diverses. C'est comment mieux vivre dans nos quartiers priorités de la ville. Et c'est un sujet de toute façon qui ne date pas d'hier ni d'avant-hier. C'est depuis que nous avons des quartiers priorités de la ville. Les ministres successifs et les gouvernements successifs qui se sont attachés à cette question l'ont traité quasiment uniquement sur le plan de l'habitat. Et donc nous avons eu de la rénovation urbaine, des quartiers priorités de la ville sur lesquels on a démoli, on a rénové. Et en fait, on a simplement remis quelque part l'emballage en état. Ceci étant, quand vous habitez dans ces quartiers et que vous n'avez pas d'emploi et que vous vous sentez plutôt bien mais mal dans votre vie, c'est pas parce que vous habitez dans un logement rénové que vous êtes vraiment beaucoup mieux. Donc depuis quelques années, on s'est dit, oui en fait il n'y a pas que l'habitat qui compte, il faut aussi y mettre de l'économie. Et donc l'idée était pertinente, mais la seule économie à laquelle pensaient les promoteurs de ce sujet, c'était des commerces. Alors effectivement, c'est très bien d'avoir des cœurs de quartier commerçants dans ces quartiers-là, mais c'est aussi loin d'être suffisant. Ce que nous allons porter, c'est un certain nombre d'éléments complémentaires, qui chacun n'apporte rien, mais qui ensemble, petit à petit, vont peut-être réussir à sortir ces quartiers priorités de la ville de leur précarité, et probablement d'autres. Et c'est notamment la discussion parlementaire qui nous permettra d'avancer. Un premier élément, c'est notamment de dédoubler les classes de maternelle et de CP dans ces quartiers, de manière à ce qu'il n'y ait pas plus de 12 élèves par classe, de manière à ce que ces enfants-là, qui ont souvent plus de difficultés que dans des quartiers différents, puissent être écoutés, accompagnés de manière plus efficace. Deuxièmement, les enseignants qui seront dans ces classes ne seront plus comme aujourd'hui des enseignants qui débutent, mais seront obligatoirement des enseignants les plus formés. Ils auront au minimum 3 ans d'expérience. Troisièmement, nous allons proposer également de remettre en place la police de proximité qu'avait supprimé M. Sarkozy, parce que quand il y a 10-15 personnes qui mettent le bazar dans un quartier, en fait c'est tout le quartier qui vit mal, alors que les personnes souhaitent y vivre, auraient tous les moyens de bien y vivre. Et donc il faut là aussi faire en sorte de mettre fin au minimum aux incivilités, au maximum au trafic. Donc il y aura cette police qui sera mise en œuvre. Quoi d'autre? Il y aura un certain nombre d'éléments comme ça. Un élément également qui est aussi dans la loi travail, c'est de donner une prime aux entreprises qui vont embaucher des personnes qui résident dans ces quartiers. Parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte également que quelqu'un quand il fait un CV, qu'il fait une demande d'emploi en fonction de l'adresse qu'il précise sur son courrier, son CV peut être rejeté, ne serait-ce que par l'adresse et ne pas être lu. Donc il faut aussi, petit à petit, enclencher un processus positif. Si vous m'avez donc interrompu. C'est fini. Question, non, on peut pas. Bon, Jean-Luc Laglaise, vous êtes candidat pour La République En Marche sur la 2e circonscription de la Haute-Garonne. Christine Arrigui, vous êtes candidate d'Europe Écologie Les Verts sur la 9e circonscription. Manuel Bompard, vous êtes candidat pour la France Insoumise sur cette 9e circonscription. Pierre Lacaze, vous êtes candidat du PCF Front de Gauche sur la 1re circonscription de la Haute-Garonne. Catherine Lemorton, vous êtes députée sortante et candidate sur cette 1re circonscription pour le Parti Socialiste. Quant à vous, François Chollet, vous êtes candidat LR-UDI également sur cette 1re circonscription. Merci à tous, merci Thomas Champion. Le débat va se poursuivre sur politiseur.com. C'est le principe, c'est que dès la semaine prochaine, tous les échanges qui ont eu lieu aujourd'hui et qu'on n'a pas pu développer, certains sortiront frustrés forcément de la discussion, pourront se poursuivre sur politiseur.com en version écrite.
Et vous pourrez, les uns et les autres, repréciser, rentrer dans le détail de ce que vous n'avez pas pu faire jusqu'à présent et répondre aux questions des citoyens qu'on n'a pas eu le temps de poser aujourd'hui. Voilà. Merci à tous d'être venus prendre le petit déjeuner avec nous et il est l'heure d'aller déjeuner. Merci.